Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois avec l'ami Corentin, ici présent. Salut Corentin. Salut, ça va? Tu vas bien? Bah oui, et toi? Ouais, ça va très bien. Il y a des nouveaux locaux? Bah oui, très content d'enregistrer ce premier Front Page dans les nouveaux locaux. The First Print. Maintenant, on sait où est allé l'argent d'Urban toutes ces années. Les valises que je n'ai jamais vues, moi, que fermées. Eh bah oui, effectivement. Si seulement. Mais tu remarqueras quand même que la piscine est un peu plus petite que ce dont je t'avais parlé. C'est vrai que sur plan, ça avait l'air plus sympa. Un peu plus grand, et puis c'est pas du diamant, c'est que du marbre. Donc voilà, on a un peu revu le budget à la baisse. Bah oui. Mais c'est toujours c'est toujours une piscine de champagne, par contre, donc ça me fait quand même plutôt plaisir. Oui, mais pas dans Pérignon. Oui, on ne peut pas tout avoir. Je veux dire, c'est la simple. Voilà, avec l'inflation, il faut parfois faire on a des restrictions budgétaires. Voilà. Par contre, c'est de l'évian qui coule dans les chiottes, on est d'accord? Exactement. Okay. C'est de l'épar. C'est du magnésium pour aider le caca à circuler dans les conduites. On respecte la nappe phréatique. Exactement. Allez, Corentin, trêve de plaisanterie, puisque nous avons pas un petit peu d'actualité pour ce mois d'août 2025. On est dans le deuxième front page de ce mois d'août. Mais avant tout, bien entendu, on remercie notre partenaire et notre sponsor Pulps, puisque sur leur site internet pulps.fr, vous pouvez retrouver tout un tas de comics en VO, en VF, et même des bandes dessinées et des mangas, pourquoi pas, ainsi que des toys. Vous pouvez aller prendre tout ça, et surtout, vous pouvez prendre des comics VO à prix de lancement avec notre sélection du Focus Pulps. Donc, on remercie encore une fois Pulps de bien vouloir nous sponsoriser depuis un an et maintenant 1 an et demi. On continue. On espère que vous allez leur rendre visite si vous êtes de passage sur Paris. Il y a 3 boutiques dans le quartier de Saint-Germain. Et sinon, il y a aussi Pulps Bordeaux avec Bruno, que l'on salue, qui va être rejoint par Anna, notre membre du jury des First Print Awards. Et Bruno, que l'on voit aussi sur le réseau faire des TikTok. Alors, à son grand âge, voilà, il se trouve une nouvelle jeunesse. Après, moi, je connais des mecs de 35 ans qui se mettent au skateboard. Hein. Effectivement, c'est ça la carrière. Pour faire jeune? Bah oui, pour faire jeune, pour faire du sport surtout. Mais pour faire moi j'ai une boucle d'oreille maintenant, donc pour faire jeune aussi, oui, voilà, c'est ça. Chacun vit sa crise de la pré-quarantaine à sa façon. On remercie bien évidemment également notre First Print Army, 142 personnes actuellement qui nous aident à voir le podcast sur le long terme. Donc merci à toutes et à tous de nous soutenir. Et je vérifie d'ailleurs s'il n'y a pas des nouveaux inscrits depuis la dernière fois qu'on a fait un front page. Oui, il y a Johan qui nous dit: merci pour vos émissions de grande qualité, je prends de plus en plus goût aux comics avec vous, et vous remercie aussi pour vos critiques constructives qui donnent un avis clair, assumé et honnête. Il y a Olivier également qui nous a fait un tip, et aussi Karn. Donc merci à tous les 3 de nous avoir rejoints et d'avoir rejoint donc ces formidables 142 personnes qui nous permettent de continuer à vous proposer des podcasts régulièrement, et ce même pendant la grande période de la trêve, de ce que j'appelle la trêve estivale. Et justement, en attendant une reprise un petit peu plus soutenue des actualités de la part de l'édition française, eh bien ça commence à reprendre. Alors on fait toujours un petit peu au début de la partie comics un point sur les campagnes de financement participatif. Et Corentin, si tu aimes faire des économies sur tes achats physiques de bandes dessinées, alors tu seras ravi de savoir que 2 maisons d'édition indépendantes ont repris le chemin de Ulule pour faire une grande braderie estivale. Donc c'est à la fois Bliss Edition d'un côté avec une nouvelle braderie Valiant, et Comics Initiative qui fait une autre braderie qu'ils appellent de façon un peu plus précise peut-être Opération Anti-Pilon, puisque alors ils ont rien contre le poulet, voilà, ça c'était blague de carniste. Ouais. Ah oui, c'est vrai que depuis que t'es VG, tu rigoles plus à ce genre de choses. Depuis 3 ans, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais donc, non. Mais moi, j'ai pas de sang sur les mains. Oui, c'est vrai. Toi, tu es si pur, Corentin. Bah ouais. Pureté militante. Notre wokiste préféré à tous. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc opération anti-pilon. Pourquoi? Puisque vous le savez, dans le système de fonctionnement du livre, avec la loi du prix unique sur le bouquin, l'éditeur imprime un certain nombre de bouquins que les libraires vont commander. Mais si les libraires ne réussissent pas à écouler tout leur stock, enfin tout ce qu'ils ont en magasin, ils peuvent faire ce qu'on appelle des retours. Et
donc les bouquins qui sont renvoyés ensuite à l'éditeur, l'éditeur il a deux choix grosso modo, enfin trois techniquement. C'est soit il peut les renvoyer encore chez des libraires quand il y a ce qu'on appelle un réassort, puisque finalement les bouquins se vendent mieux qu'anticipé, soit ils peuvent les stocker, soit ils peuvent les détruire. Donc c'est ce qu'on appelle le passage au pilon, sachant que les bouquins détruits sont utilisés, c'est recyclé pour pouvoir justement produire d'autres bouquins, mais c'est quand même un processus, notamment sur tout ce qui est bande dessinée avec en couleur, pour traiter le papier imprimé, pour enlever tout ce qui est encre et tout ça, c'est quand même un processus qui est assez coûteux en énergie et en produits chimiques, et donc c'est aussi du gâchis quelque part, puisque on fait disparaître des bouquins qui après ne seront pas forcément réimprimés. Donc Comics Initiative et Bliss ont cette particularité que c'est des maisons d'édition indépendantes qui n'ont pas de gros groupes derrière eux et qui ne souhaitent pas en fait pilonner leurs bouquins, qui ont vraiment ça dans leur vocation. Alors peut-être que Comics Initiative l'a plus dans ses engagements depuis le début, mais voilà, en gros, la démarche participe d'une même chose, c'est que ils ont des bouquins qui concrètement ont terminé un peu leur vie en librairie, c'est-à-dire que même s'il y a encore des stocks et que les éditeurs peuvent notamment les vendre, les proposer sur festival, concrètement dans les librairies avec les flux incessants de nouveautés, on vous rappelle que la bande dessinée en France, c'est 6000 nouveautés par an à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop, c'est vraiment vraiment beaucoup trop, et donc même les nouveautés, elles ont un cycle de vie qui est assez réduit, et donc dès qu'un bouquin ne devient pas un hit, ou alors ne se taille pas une vraie bonne réputation, ne peut pas devenir un bouquin proposé dans le fond, en fait ils n'existent plus au bout de quelques mois. Et donc, et surtout en comics, le comics c'est d'autant plus compliqué puisque le comics c'est de la niche dans un secteur où les niches sont déjà très nombreuses. Donc comment faire pour ne pas aller pilonner ces bouquins? Au bout de 2 ans, en fait, et dès qu'il n'y a pas eu de réapprovisionnement depuis 6 mois, la loi du prix unique vous permet de brader, de proposer un prix de vente différent. Et donc ça, l'éditeur peut le faire lui-même aussi sur ses surstocks qu'ils ont. Et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire tout simplement. Alors d'un côté, il y a Bliss qui vous propose une campagne avec beaucoup de titres de Valiant. Alors il y a pas mal d'intégrales qui sont très intéressantes. On vous rappelle que notamment dans la période 2012-2017 de l'univers Valiant, il y avait tous les travaux de Joshua Dysart sur ce qu'on appelle maintenant le cycle psiotique, donc avec Harbinger, Imperium et puis Vie et Mort de Toyo Harada. Donc là, l'ensemble est proposé par exemple sur leur page à 47 € au lieu de 110, donc c'est du moitié prix littéralement. Il y a aussi des intégrales de dernière chance comme Divinity de Matt Kindt et Trevor Ersine, qui était vraiment un titre plus ésotérique un petit peu, on va dire, sur un personnage qui a des pouvoirs divins, qui peut être un peu omniprésent et omnipotent, et ça a posé pas mal d'interrogations métaphysiques, et notamment sur le fait comment notamment l'humanité qui se pose la question de comment on peut se prémunir de cette entité si elle peut tout faire en fait, parce que le jour où elle pètera un câble, c'est comme Dr. Manhattan, le jour où Captain Atom, le jour où ce genre d'être se lasse de l'immortalité et qui décide de péter un câble, comment on essaie de s'en protéger. Il y a aussi Ginny Sparks, on envoie Ginny Sparks et elle fume pendant 7 numéros. C'est ça. On peut envoyer Ginny Sparks. Non, il arrive juste après. Ouais. Il arrive juste après, c'est pour ça. Il y a l'intégrale de Bloodshot Reborn de Jeff Lemire, qui était une super réécriture du personnage, beaucoup plus portée sur la psyché, tout ça, et qui est resté encore aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait reste important. Avec un I. Oui. Psiotique. Ah oui, psyché, d'accord, très bien. C'est un jeu de mots. C'est bien. Mais aussi du Valiant plus récent, il y avait notamment le Shadowman de Cullen Bunn qui était plutôt cool, notamment avec la première partie dessinée par John Davis Hunt, le X-O Manowar de Emilio Laizo, enfin Dennis Hopeless et Emilio Laizo qui était plutôt sympathique aussi. Il y a du Shadowman par Garcenis et par Jamie Delano, donc ça c'est toujours plutôt sympathique. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de titres. Je vous laisse de toute façon faire un tour sur la page du livre, puisque le lien est dans la description. Donc ça vous permet à la fois d'éviter à des bouquins de disparaître bêtement et de soutenir une maison d'édition indépendante, et puis très clairement aussi de vous faire plaisir en découvrant des récits qui vont du sympathique à très bon à moindre prix. Et pour Comics Initiative, c'est à peu près le même fonctionnement, sauf que là c'est des titres indés. Alors il y a vraiment beaucoup de choses dont on a déjà parlé très très cher Corentin, puisqu'il y a Rover Red Charlie par exemple, il y a des titres de Garcenis comme Rover Red Charlie, Caliban, il y a du Warren Ellis comme Scars, il y a du Alan Moore avec les Bolland Strips ou la saga des Bo Jeffries.
Il y a c'est vrai que c'est eux qui ont ce truc-là. Ouais. Bah ouais, il y a plein de trucs très 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 indés comme The Rough Pearl, comme Windows on the World, dont nous on avait reçu les auteurs sur le podcast, les comics de guerre à la Johnny Red aussi de Garth Ennis. Il y a les comic strips de Wallywood, donc Sky Masters of the Space Force et Canon. Ça aussi qui sont vraiment des petits bijoux de comics d'époque. Ils ont également mis dans leur braderie la ménagerie insolite de T.S. Sullivan que j'ai jamais pu lire et j'hésite à me le prendre, mais le truc c'est que le bouquin il est monstrueux en termes de taille, vraiment. Il est il rentre pas dans les bibliothèques quoi. Donc, c'est pas de la BD, c'est de l'illustration. T.S. Sullivan qui est ouf, connu pour avoir beaucoup inspiré Walt Disney et tout l'art anthropomorphe en fait, de l'animal anthropomorphe. C'est un peu considéré comme le Winsor McCay de l'animal anthropomorphique, on va dire. Et effectivement c'était un gros projet de beaux livres qu'ils avaient lancé, mais ça fait un petit bail. Ouais, ça fait quelques années. Il leur reste encore maintenant des stocks de ce truc-là. Il leur en reste, mine de rien, il leur en reste encore. Mais je crois qu'en fait, c'est parce qu'ils ont changé de distributeur et que quand ils ont rapatrié tout leur stock, ils se sont rendus compte en fait qu'ils avaient encore plein de bouquins effectivement qui leur restaient sur les mains. Après, tu sais, Comics Initiative, ils sont pas si vieux encore, hein. C'était 2017 Kirby and Me, donc et c'est que après qu'ils ont vraiment entamé. Là, l'un des plus vieux qu'ils ont, c'est peut-être le Lost Dogs de Jeff Lemire. C'était un de leurs premiers bouquins quand ils avaient commencé à vraiment sortir des raison. Tu vois. Donc voilà. T'as raison, merde. Bah oui, j'ai raison. Donc voilà, il y a là le lien dans la campagne et là aussi pareil, je pense que vous avez plein de chouettes lectures à découvrir. N'hésitez pas à faire un petit tour. Et le dernier Kickstarter que j'avais le dernier financement participatif que je voulais vous présenter, il a lieu sur Kickstarter et c'est un titre que vous avez déjà lu de toute façon, puisqu'en fait c'est dans le cadre du partenariat entre Magnetic Press et le label 619. Ils font une campagne là pour Shin Zero. Ils avaient fait une grosse campagne pour l'intégrale de Mutafukas de Run il y a pas si longtemps, c'était un peu plus tôt dans l'année. Et donc là, vu qu'ils ont maintenant signé vraiment un nouveau partenariat, ça fait déjà plusieurs années en fait que Magnetic Press a édité certains titres du label, notamment ceux de Guillaume Singelin et de Mathieu Bablet. Ils avaient fait de mémoire, ils ont fait Frontier, justement avec les petites figurines qu'ils avaient éditées là-bas. Ils avaient fait de Mathieu Bablet, je crois qu'ils ont fait tout peut-être. En tout cas, ils avaient fait Shangri-La de mémoire, ils avaient fait Carbone et Silicium. Là, ils proposent des versions numériques dans cette campagne aussi de Adrasté, par exemple. Donc, très chers amis américains, lisez Adrasté si vous nous écoutez. Et donc là, ils font une campagne donc pour en fait un titre ultra récent, parce que ça c'est sorti en début d'année chez nous. C'est Shin Zero, donc la relecture du Super Sentai par Mathieu Bablet et Guillaume Singelin. On a reçu les auteurs d'ailleurs sur le podcast pour parler de la genèse et de la production de ce projet. Et alors pourquoi je vous en parle? Parce que vous me dites, mais Arnaud, t'es con, c'est sorti chez Rue de Sèvres, il y a déjà le bouquin de disponible. Pourquoi est-ce qu'on irait backer un Kickstarter là-dessus? Mais Arnaud, t'es con, c'est déjà sorti, il y a le bouquin qui est disponible chez Rue de Sèvres. Pourquoi on irait backer un Kickstarter là-dessus? Eh bien, très cher Corentin, ça fait vachement plaisir que tu me poses la question, puisque en fait, dans cette campagne-là, ils proposent également d'autres formats, notamment une édition hardcover avec un fourreau. Voilà, voilà pour les baisers des beaux formats comme toi. Voilà pour les relous un fourreau, c'est beaucoup mieux quand il y a un fourreau. Et c'est hardcover. Oui, en plus j'ai beaucoup de place chez moi maintenant. Oui, après, dans l'étagère label 119, j'ai encore un peu de place. D'où il vient ce lino là? Je m'obsède depuis tout à l'heure. C'est de l'édition collector du Blu-ray du film. Là, regarde. Il est magnifique. Celui-là. Il est extraordinaire. Ouais. Il est exceptionnel. Il est très très cool, je suis d'accord. Donc en plus de cette édition hardcover, il propose aussi une petite statuette en vinyle qui reprend l'une des planches de baston de kaiju entre l'ancienne génération des Super Sentai. Et voilà, donc forcément, il y aura aussi un sketchbook de Blackie. Donc voilà, tout un tas de petits bonus qu'on n'a pas eu en France. Et donc vu qu'ils livrent dans le monde entier, effectivement ça peut être l'occasion de se faire plaisir aussi avec cette édition de Shin Zero. Je sais pas pourquoi tu me regardes comme ça. J'ai rien. Non, tu projettes tes insécurités sur moi. Ah oui, peut-être. Non, parce que je sens que tu vas me juger quand je vais te dire que j'ai backé forcément. Non, je vais un peu deviner la fin de cette histoire. Comme un Yankee. Je vois ton rayon 619 là où il y a que les grandes éditions et trucs, c'était très collector. Oui, c'est vrai, ouais, j'avoue. Mais ça manque de fourreau un peu quand même. Ça manque de fourreau. Si en plus t'avais le fourreau avec les numéros single de 86. Ouais, bien sûr, il est juste derrière. Là, tu verras pas avec l'angle. Ouais, avec l'angle. Très bien. Donc voilà, ça c'est Sinon la version souple est très bien. Hein. oui, de Shin Zero, bien sûr. Non, bien entendu, mais soutenez l'édition. De toute façon, en plus, je sais pas comment ça marche, mais je pense
que bien sûr que l'édition française ça fait des droits d'auteur aux auteurs en France, alors qu'à mon avis que l'édition américaine je pense pas que ça fasse forcément plus de revenus à Blackie et Mathieu Bablet. Mais voilà, disons que ça existe et que si vraiment vous voulez vous faire un petit caprice pour je pense une édition un peu différente et tout ça, je pense voilà que c'est un truc vraiment de collectionneur, hein, bien entendu. Mais en tout cas sachez que ça existe. Dans cette case aussi, rapidos avant qu'on attaque avec l'actualité proprement dite, catégorie des bons plans pour ceux qui savent lire en anglais et qui n'ont pas de problème avec la lecture sur écran, il y a aussi une superbe campagne Humble Bundle avec les titres distilleries, Humble Bundle comme on dit en Alsace, avec les comics effectivement de la maison de distillerie, mais qui sont pas des DRM free. Ils sont pas DRM free? Non. Quoi? Mais visiblement. Non, il y a quelqu'un qui a répondu à ta news et qui disait qu'ils étaient pas DRM free. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Parce que c'est pas du tout la mission en général. Tous les comics Humble, alors peut-être qu'ils ont mis à jour leurs conditions. Donc DRM free, ça veut dire qu'il faut passer par un service particulier pour pouvoir les lire. Leur site internet, en fait, leur plateforme. Voilà, ce qui est effectivement assez surprenant. Après, peut-être qu'ils veulent éviter le piratage, c'est compréhensible. Ça ne fonctionne pas, hein, mais parce que de fait, les comics distilleries sont aussi piratés que les autres. Mais c'est compréhensible. Ceci étant, voilà, ça reste quand même pour 16 balles un lot de 27 articles. Attention quand même, c'est mensonger dans le sens où il y a des séries qui sont pas terminées, qui sont dans le truc. Ouais. Notamment The Missionary qui n'a pas encore eu droit à son dernier numéro. Donc c'est aussi un peu une campagne de pré-lecture, mais il y a des volumes complets, il y a beaucoup de créations originales par des grands noms de l'industrie. Et effectivement, c'est jamais que 16 balles par rapport à un prix d'achat neuf qui serait autour de 300 balles. Donc, et puis Humble Bundle, ça rapporte pas d'argent aux équipes créatives en question, puisque le but étant de collecter des fonds pour des assos, et en l'occurrence pour la BINC, donc une association qui défend les... la Book Industry Charitable Foundation, donc c'est une association de protection et de défense des librairies américaines. Absolument, ce qu'ils appellent brick and mortar, donc des vraies librairies, pas juste des points de vente en ligne, et surtout pas des enseignes de groupe. Donc voilà, c'est cool. Moi, j'avoue, j'ai pareil baqué comme tu dis, parce que il y a plein de comics là-dedans que je n'ai pas lus et j'ai pas de problème avec la lecture sur écran. Et puis Distillery, en fait, ça c'est aussi l'occasion de réaliser qu'il y a eu quand même beaucoup de trucs qui ont été montés en l'espace de très peu de temps. Ça ne vous interdit pas derrière d'acheter les versions françaises qui, pour la plupart, seront pour les bonnes séries disponibles chez Delcourt ensuite de toute façon. Donc voilà, c'est aussi une forme de découverte avant de posséder l'objet. Ouais, tout à fait. Corentin, donc tu disais effectivement qu'on allait passer à l'actualité en tant que telle, et donc j'avais une question à te poser. Que penses-tu, elle revient chaque été, hein, forcément. C'est le débat annuel. C'est le débat. Que penses-tu de la sélection des finalistes pour le prix comics de la CBD, parce que la liste a été rendue publique après de longues soirées de discussion et beaucoup de mois de lecture, hein, parce que donc faut le savoir, donc la CBD a un prix comics depuis 2019 de mémoire, je crois. À petite personnelle, moi j'ai le plaisir de faire partie de ce comité de sélection depuis 3 ans maintenant, si ma mémoire est bonne, peut-être même la 4e, je sais plus. Non, 3. Et donc on lit les BD qui sortent du 1er août au 31 juillet d'une année suivante, et après on essaie de les classer et de dire lesquels prétendent. Voilà, c'est comme les First Print Awards, mais avec beaucoup moins de titres sexy, parce qu'il y a là, il y a qu'une fille. C'est un peu les Golden Globes de ce que sont les First Print Awards, c'est-à-dire l'Oscar. Oui, voilà, clairement. Oui, clairement, on peut le dire comme ça. C'est une mise en bouche. Voilà. C'est un apéritif. Un appetizer. Petit canapé. Ouais. Chèvre épinard. Ouais, mais alors, justement, ce qui m'empêche. Dis-moi. Ce qui ne m'empêche pas, moi, d'être très critique aussi des choix de mes collègues, hein, parce qu'il y a des choses que, clairement, là, je n'aurais pas mis dans cette sélection, mais Somna, par exemple. Non, alors, pour le coup. Donc, dans les 5 finalistes, on a Ginseng Roots de Craig Thompson, qui est sorti chez Casterman, Robin the Boy Wonder de Juniba chez Urban Comics, qu'on tarissait d'éloges. Tarissait pas d'éloges. Sinon, si on tarissait d'éloges, c'est qu'on avait plus d'éloges à tarir. Oui, alors qu'on ensevelissait sous les éloges il y a pas si longtemps dans un Back Issues. Somna de Becky Cloonan et Tula Lotte sorti chez Delcourt. Watership Down, donc l'adaptation du roman de Richard George Adams chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Quoi? Rien du tout. Et World Tree, tome 1 de James Allen Ford et Fernando Blanco, publié chez Urban Comics, dont on a aussi dit du bien, il me semble, sur ce podcast. Oui, beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, j'ai dit coup de cœur, mes genoux, etc. L'une des meilleures créas je trouve que c'est aussi, avec Department of Truth, c'est ses meilleurs titres actuels. Oui, mais oui. Tu veux mon avis, c'est ça? Oui. Écoute, je pense que l'image que les gens parfois ont de moi sur le côté Coco, c'est un intello, c'est l'élitiste de base qui crache
sur Fast and Furious et le catch, et ça on t'en veut beaucoup. Et je crache pas sur le catch. Si je trouve pas ça intéressant, mais je crache pas sur le mais catch. t'avais dit que c'était un truc de beauf. Bah oui, ça c'est un truc de mais beauf. Ça, mais non, non, c'est pas. Il y a un truc de beauf que j'aime bien. Hein. Non, mais c'est pas. Mais bref. Je regarde le MMA, moi. T'as regardé la série documentaire de la WWE. Je dis pas que c'est pas intéressant. Je dis que ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est un truc de. Ouais, mais faudrait que tu regardes, parce que c'est vraiment ultra passionnant de voir comment c'est fait en coulisses. Franchement, je te jure, c'est trop bien. Mais bref. Je trouve en coulisses le football, c'est passionnant. Tu vois. Ça se trouve les histoires humaines, les tractations, tout ça, ça peut être super intéressant. Mais je pense que c'est moins passionnant quand même. Tu vois, je vais pas regarder le football parce que en coulisses c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça que je te dis de regarder le documentaire et pas les trucs réguliers. Donc, mais en fait, justement, avec le recul, je pense que je suis vraiment, moi, représentatif d'une certaine compréhension de ce qu'est le comics, mainstream, dans le sens où, à mon avis, Jeans and Roots, il a rien à foutre de cette sélection. Je ne m'arrête pas devant un rayon de librairie où je vois Robin the Boy Wonder et Jeans and Roots côte à côte. Il faudrait créer, à mon sens, une c'est l'éclectisme. C'est très éclectique, mais du coup, ça me pose la question. C'est pour montrer la diversité de ce qu'est la bande dessinée américaine, ce qui est aussi le but de ce qu'on fait nous avec First Print et les First Print Awards également. Certes, mais tu peux pas les comparer sur une même échelle de valeur. Tu vois, c'est comme, ce serait comme mettre dans la même pièce Beau is Afraid et Fast and Furious 6. Tu peux pas comparer ces deux œuvres-là. C'est des spectres trop différents pour juste rentrer une sorte d'argus de qualité, défaut, tonalité, À mon sens, c'est vraiment, c'est pas pour dire que l'un est meilleur que l'autre, justement, je ne peux pas en fait dire que l'un est meilleur que l'autre, dans le sens où, à mon sens, c'est même pas vraiment le même répertoire, quoi. Il y en a un qui serait plus de la BD vraiment d'auteur, très biographique, très esthétique, très particulière, et l'autre qui a une lecture peut-être plus universelle, plus familiale, plus divertissante, qui a aussi des thèmes très intéressants à pousser. Et de fait, c'est de la BD anglophone dans les deux cas, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça ne colle pas, en fait. Il faudrait, comme, par exemple, une cérémonie que je connais, qui fait une catégorie super-héros, et une catégorie indé, ou une catégorie patrimoine, par exemple, voilà. Là, tu vois, c'est comme quand on avait parlé mais même dans l'indé, Jeans and Roots et World Tree, ça n'a pas grand-chose en commun non plus. Hein. Donc, alors, est-ce que tu fais une catégorie roman graphique? Bah, pourquoi pas, effectivement, non, c'est rien, t'inquiète pas. Pourquoi pas, tu vois, quand on avait parlé d'une sélection, je ne sais plus quelle année c'était, entre Beta Ray Bill et Monsters, je crois que ça. Oui, c'est ça. Où on avait parlé de ce sujet pour la première fois. Oui. J'avais dit, voilà, malgré tout l'amour tout le bien que je pense de Daniel Bryan Johnson, c'est pas très juste de le mettre en compétition avec un truc comme Monsters, parce que évidemment que tout le monde a voté Monsters. D'ailleurs, tout le monde avait voté Monsters parce que c'est juste naturel et normal. Quand un truc aussi gros sort, un truc aussi important que ça sort, c'est Barry Windsor Smith, tu vois, tu peux pas dire, en fait, Beta Ray Bill, il faudrait le féliciter au sein du spectre super-héros pour dire justement, regardez ce que les super-héros, quand ils veulent se retrousser les manches, sont capables de produire. Mais le mettre en face d'un truc pareil, c'est un peu comme quand on ou à l'inverse. Après, si tu le prends dans un point de vue, c'est de regarder, c'est effectivement le travail fait par cet auteur sur du spectre de super-héros a les mêmes qualités. Alors ça veut pas dire que c'est comparable, mais par rapport à ce que prétend faire la CBD, c'est-à-dire être quand même une association de conseil au final, en fait, de bonne BD. On dit, en fait, regardez, dans le spectre de la BD américaine, et malgré le côté très divertissant que peuvent avoir les super-héros, un Boy Wonder ou un Beta Ray Bill ont les qualités qui prétendent aller mettre juste au rang des meilleurs albums sortis venus des États-Unis. Ça, je suis d'accord. Effectivement, du coup, Jeans and Roots et Boy Wonder et World Tree, même les trois ensemble n'ont pas grand-chose à voir. Voilà. De toute façon, mais c'est aussi ça, de dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, cette diversité, quoi. T'as tout à fait raison. Du coup, à mon sens, ça, comment dirais-je, les traductions françaises de Defeats the Purpose, comment on traduirait ça? De quoi? Ça va un peu à l'encontre de la logique, du coup, de vouloir sélectionner un vainqueur, entre guillemets, au sein de ces titres-là. Pour moi, on devrait juste dire, voilà la sélection de ce que la BD américaine peut proposer d'extraordinaire sur une année. Point. Et on garde ces 5 titres-là, sans dire il y en a un qui est meilleur que l'autre, parce que même moi qui n'ai pas aimé Somna, déjà le titre a gagné des prix aux États-Unis, et puis mon avis n'est que l'avis d'un on a deux Eisnerisés pour le coup dans la sélection. Non, mais au-delà des Eisner, il y a les Harvey Awards, la BD américaine n'attend pas que d'arriver en France pour récupérer des prix. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, Somna, par exemple, de la même façon, j'aurais du mal à le mettre à côté de Watership Down, qui est une adaptation de roman. Le roman lui-même, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais de Watership Down?
Est-ce que tu juges l'histoire qui vient Ça, c'était un extérieure très grand débat, et moi, à titre personnage, je voulais pas mettre Watership Down là-dedans. En plus, je trouve que du coup, je vais encore une fois pas me faire des copains, mais la BD, elle est pas non plus graphiquement, c'est pas une expérience qui transcende le roman, de ce que je comprends. J'ai toujours pas fini le roman, parce que moi, j'attends vraiment d'avoir fini le bouquin avant de lancer l'idée, parce que notre ami Nicolas Beaujean m'a dit, il me l'a pas dit à moi, mais il disait publiquement que le roman, c'est un chef-d'œuvre, et que la BD, du coup, était tout à fait médiocre ou quelconque par rapport à la force de la BD. Pas loin ne lui apportait pas grand-chose de plus. En tout cas, au niveau du dessin, et quand on voit justement, par exemple, ce que peut faire un Bill Sienkiewicz qui reprend Moby Dick, tu vois, voilà, là, tu vois le complément d'un artiste graphique. Évidemment, c'est un peu méchant. Enfin, tout le monde n'est pas Bill Sienkiewicz, et c'est normal, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, au niveau des critères de sélection, comment tu prends ce projet-là pour mettre avec Insomniac une création originale, totalement originale d'ailleurs, de deux femmes qui veulent développer un propos précis sur la féminité, le sexe, du coup, voilà, c'est plus ça en fait mon grief. Mais chaque année, j'ai un grief sur la CBD. C'est en train de devenir une sorte de gimmick. Derrière la sélection elle-même, c'est des bons produits. Enfin, c'est des bonnes œuvres d'art, tu vois. C'est Jeans and Roots, justement. Moi, c'est ce qui me pose problème, c'est que je sais pas exactement si c'est l'exemple alpha, et on a déjà eu ce débat 10 000 fois, de ce que je qualifierais de comics. Tu te rappelles? C'est biographique. Quand ils avaient récompensé, c'était pas mon ami, le truc de Derf Back Derf. Oui, Kent State. Ouais, Kent State, où j'avais dit, mais ça, c'est la BD récompensée. Oui, c'est ça. Qui est lue par les gens qui ne lisent pas de comics, en fait. C'est de la BD et à mon sens, j'ai très très peur de toute façon que, parce qu'après, en fait, comment ça marche, c'est simplement que c'est tous les autres membres de la CBD qui, normalement, techniquement, vont devoir lire tous les albums présentés et en choisir un. Oui, je suis à peu près certain que les seuls potentiels réels gagnants, c'est Watership Down ou Jeans and Roots, parce que c'est ceux que et avec tout le respect que j'ai pour mes confrères lecteurs de BD, en fait, c'est juste que c'est le truc qui va leur parler le plus, parce que ça ressemblera le moins à du comics. Mais au-delà de ça, même au niveau du format, il y a beaucoup plus de pages dans Jeans and Roots que dans un World Tree tome 1, tu vois. Ouais, mais World Tree, j'aimerais bien qu'ils kiffent et qu'ils aient pas qu'on leur a proposé le tome 2 aussi dedans. T'as quand même une voix dans la tête qui va dire, oui, ok, c'est très bien World Tree, mais quand même, Jeans and Roots, c'est quand même vachement plus, tu vois. On a tous cette pression intellectuelle parce qu'on, tu vois, c'est comme la bouffe. Tu vois, les gens, forcément, mangent pas des légumes tout le temps parce qu'ils trouvent que le burger, c'est un meilleur goût. Mais tu sais, au fond de toi, qu'il faudrait quand même manger des légumes. Et si on te propose de choisir qu'est-ce qui est le plus sain pour toi, tu vas instinctivement dire, je vais faire les courses, je vais prendre des légumes si je suis vraiment en bonne santé, tu vois. Là, c'est un peu pareil. Je dis pas que, attention, c'est très bien, c'est un super BD, y a pas de problème ni rien. Mais tu peux pas, encore une fois, la comparer à World Tree, dans le sens où c'est pas les mêmes expériences de lecture. Tu recherches pas la même chose. Ouais, mais c'est pour ça mais là, ça devient très subjectif. De toute façon, ça sera toujours très subjectif, parce que moi, je préfère largement l'expérience comme procure World Tree que ça de Jeans and Roots. Oui, voilà, c'est une question de goût. Tout en lui reconnaissant des qualités, de la même façon que je préfère. Ce qu'on recherche dans une BD. Très certainement l'intensité d'un Fast and Furious au Parrain, quoi. Très clairement. Tu l'as pas vu, donc. Ouais, mais je pense que je préfère quand même. Tu sais pas, tu l'as pas vu. Donc, mécaniquement. Mauvais exemple, Arnaud, tu t'es pigé tout seul. Non, mais je voulais faire un truc, attends. Comme d'habitude. Je préfère largement l'expérience, l'intensité non, j'allais dire que Aliens, mais ce serait mentir. Pour moi, Jeans and Roots, il faudrait le mettre aux côtés de Jiro Taniguchi ou des BD. Il y a des BD qui sont publiés chez Comics aussi, Initiative, qui sont des romans graphiques d'auteurs et d'autrices, sur leur enfance, leur vie. Celui sur la nana culturiste qui se prostitue, là, tu vois, voilà, c'est peut-être plus, les biographies. La BD biographique, c'est un genre à part entière. Et de fait, quand on dit comics, on ne peut pas... Après, celui-là, c'est le seul qui l'a publié en single issues, techniquement. Hein. C'est vrai. Mais on peut pas juste résumer ça à ça parle anglais en version originale et... C'est la Parce définition. que, je veux dire, oui, mais dans ce cas-là, Snoopy, tu peux pas non plus pareil mettre dans une catégorie Snoopy et Superman, tu vois. Mais Snoopy serait publié aujourd'hui qu'il pourrait prétendre à être dans la catégorie jeunesse des First Prince Awards, par exemple. Et jeunesse, tu vois, du coup, il y aurait quand même... Oui, mais c'est parce que là, ils ont pas... Mais attends, déjà, pendant des années, pendant 35 ans, il n'y a pas eu de prix comics, donc... à la CBD de son fonctionnement, il est logique, il est rationnel. Tu vois, c'est comme aux Oscars ou au César ou machin, etc. On met film étranger. Tu vois, on met pas film étranger drame, film étranger comédie, etc. Ce qui n'a aucun sens. Ce qui n'a absolument aucun sens. Là, c'est pareil. On pourrait dire que voilà, comics, c'est les BD qui parlent anglais. Et c'est tout. Déjà, avoir réussi à isoler effectivement la qualité, avoir représenté un peu les sensibilités de, tu vois, World Tree et Somna, tu peux les mettre côte à côte quelque part. Oui. C'est deux produits qui partent de la même logique. Le marché indépendant, par des auteurs et autrices vedettes qui ont travaillé en super-héros, qui ont ces codes, je vais pas dire hollywoodiens, mais de genre,
on va dire. Et c'est dessiné par un truc qui pourrait être apprécié par aussi bien un fan de Jorge Fornes que par un fan de Mitch Gerads, que par un fan de voilà. Alors que Jeans and Roots, c'est vraiment pour moi une autre catégorie, un autre répertoire, un autre registre. Plus pour les fans de Johann Sfar, quoi. Voilà. Et Watership Down, qui est une adaptation de roman, pareil, ça pourrait être une sorte de sous-sélection qu'un jour on pourrait ajouter quand on aura 40 catégories pour les FPA et qu'on fera ça en 3 soirées différentes au sein de la tour First Print de First Print Publishing, entre le skateball, la salle d'arcade où il y aura que des beat'em all et des jeux de baston, évidemment. Mais du coup, voilà, après, non, la sélection, si tu me demandes ce que j'en pense, bah, c'est des bons albums, hein, je veux dire, il y a pas, enfin, moi, Watership Down, je suis quand même beaucoup plus mesuré. Je pense que si tu enlèves le texte, la BD elle-même, voilà, il faudrait demander leur avis aux gens qui, justement, consomment peut-être plus d'adaptations de romans en BD. Moi, c'est pas forcément mon cas, mais je trouve pas qu'il y ait eu une plus-value particulière, Enfin, je dis, j'en ai quand même pas mal, parce que j'ai lu quasiment toutes les adaptations de Neil Gaiman en BD chez Dark Horse. Ne me jugez pas, à l'époque, on ne savait pas. Et je peux parfaitement te dire lesquelles sont bonnes, lesquelles sont pas bonnes. Et bon, en l'occurrence, ils ont pris un mec qui s'appelle Craig Russell, qui est très très bon pour traduire le langage littéraire en BD. Ça donne de très bonnes choses en général. Watership Down, c'est une adaptation au sens clinique, qui, oui, bah, elle profite du roman aussi. C'est aussi con que ça, hein, donc, et bon, bah, Somna, après, voilà, les critiques que j'ai à faire à Somna, c'est que, bah, c'est boursouflé, déséquilibré, et que c'est un graphisme extrêmement froid, et T'y crois même pas, en plus, t'essaies de m'énerver, et tu l'as loté, je trouve ça très bizarre, comment elle conçoit ses planches, mais. Ça va être dur, quand même, quand il va être récompensé, au First Minute Awards, du coup. Oui, ça va être dur. Bah, je quitterai la scène. Ouais, en disant que, voilà. C'est quoi, si c'est lui qui gagne, c'est toi qui remettras le prix. Allez, on fait ça. Comme ça, voilà. Non, mais voilà, après, effectivement, c'est une sélection. De toute façon, toutes les cérémonies de remise de prix ont le même problème par rapport à ça. Dans le sens où une sélection, il faut bien un vainqueur. Bah oui. Là, je pense quand même qu'il y a toujours, pareil, un travail un peu d'affinage sur qu'est-ce qu'on veut dire de la culture comics. Pour moi, Robin the Boy Wonder, tu le mettrais aux côtés d'autres trucs en Black Label ou d'autres séries particulièrement bonnes cette année en super-héros. Pour dire, regardez, ce truc-là, c'est dans la même catégorie que les autres, mais c'est mieux. Là, tu peux pas le faire avec une sélection pareille. C'est bon? Bah oui. Très bien. Tu me demandes mon avis? Bah oui, mais je l'ai eu. On aurait pu ne pas en parler. Bah non, si, ça reste un point important, quoi. Oui. C'est quand même cool pour les éditeurs qui ont bossé. Arrête avec tes provocations là. Allez Corentin, mais du coup je vais te laisser la parole puisqu'on va juste parler d'une création française quand même, mais sur un cinéaste américain. Et pour le coup j'ai vu certains de ses films. Et ça c'est quand même quelque chose d'incroyable à noter. Steven Spielberg du coup, par l'ami Améziane, qui n'en finit plus d'enchaîner les albums. À peine un est sorti que l'autre arrive. Il avait fait une première ciné-trilogie. Il continue avec une seconde ciné-trilogie. Et donc c'était quoi? Il avait fait Scorsese, Tarantino, Francis Ford Coppola, Sergio Leone, Steven Spielberg. Voilà. Et donc après Sergio Leone, il s'attaque à Spielberg. Oui, bah c'était quelque part un peu l'étape obligatoire. On reste vraiment dans tous les classiques. Hein. Je vois pas. Enfin c'est le. Ce qu'on considère comme des classiques, nous. Est généralement pris un peu de haut par le grand public. Tout le monde n'a pas vu tous les films de Steven Spielberg. Donc le prochain, si c'est pas James Cameron, je sais pas qui ce serait, quoi. Mais il avait parlé de Cassavetes de mémoire, mais c'est peut-être trop niche. Ouais. Cassavetes. Oh là là là. Oui, oui. Bon, plus tard. J'ai pas le temps je ferai pas ton éducation. Instruis-moi. Non, tu m'énerves. Apprends des choses sur le cinéma. Donc, Fast and Furious, oui. De la même façon, tu vois, Scorsese, les gens se souviennent des apprentis. Les apprentis. C'est des mafieux qui font un CFA. Les affranchis, pardon, Casino, le Loup de Wall Street. Voilà, peut-être que tout le monde ne connaît pas après la vie privée de Martin Scorsese, ses choix esthétiques et artistiques. Ça, son rapport avec Dieu, son rapport avec le rock'n'roll, enfin tout ce qui forme le tissu vraiment intellectuel de ces films. Et c'est ce que cherche à faire Améziane, justement. C'est-à-dire, plutôt que de simplement évoquer leur œuvre, c'est d'évoquer leur vie si eux-mêmes l'avaient filmé. En fait, c'est ça le point de vue de la ciné-trilogie en général. Il prend un auteur qu'il aime bien, il va raconter sa vie dans un style qui est là pour évoquer la filmographie des réalisateurs concernés. Donc, la blague, c'était qu'effectivement, il prenait beaucoup d'Italiens parce que lui-même est d'origine italienne, avec Scorsese, voilà, Tarantino, voilà. Francis Ford Coppola, littéralement, il vit en Italie maintenant.
Et Sergio Leone, bah, j'ai pas besoin d'expliquer qui est Sergio Leone. Donc là, c'est la première fois. Ils sont tous italiens, hein, du coup. Effectivement. Oui, c'est ce que j'étais en train de... Oui, c'est ce que... Non, mais je viens... Ah oui, c'est... Bah, lui-même, tu sais, on en avait parlé. Je crois que c'est d'origine lyonnaise aussi. Oui, mais c'était il y a 4 ans déjà. C'est un peu comme Alexandre Astier, qui, pareil, est des descendants d'Italiens. En fait, tous les Italiens avaient fini à Lyon à un moment donné. Ou alors en banlieue parisienne. Et justement, c'est assez rigolo, mais le cinéma italo-américain, en fait, c'est un cinéma extrêmement populaire aux États-Unis, alors que eux-mêmes se définissent plutôt comme des Américains pur jus, alors qu'ils sont tous issus de familles de migrants. Et c'est pareil un peu pour Steven Spielberg, qui n'est pas italien. Je vais pas non plus vous faire une révélation. C'est pas Stefano Spielberg et depuis le début. Lui, en l'occurrence, c'est d'origine de, enfin, ses parents ou ses grands-parents, je ne sais plus, sont d'origine ukrainienne. Pour ceux que ça intéresse. Steven Spielberg, c'est un nom juif, plutôt, yiddish. Ouais, enfin, plutôt, du coup, parce que Spielberg, c'est la montagne du jeu, tu vois, en allemand ou tu parles allemand? Bah, tu parles allemand mieux, tu parles mieux qu'italien. J'ai des restes de notions, quoi. Le Spiel, c'est le jeu, et le Berg, il me semble que c'est la montagne, quoi. Et un jour, il y aura une révélation contraire, qui sera qu'en fait, depuis le début, Arnaud n'est pas italien, mais précisément allemand, et que ses parents lui mentent sur ce sujet depuis qu'il est né. En fait, c'est Thomas Shiny, Thomas Hein. Donc effectivement, sa famille qui avait sa famille, on s'en fout de l'histoire de la vie Spielberg, mais voilà, ses grands-parents ont fui les pogroms comme beaucoup de juifs d'Europe de l'Est à l'époque, est arrivé, il a grandi dans l'Ohio de mémoire, d'une mère pianiste et d'un père mathématicien ou ingénieur en informatique. Enfin, cette histoire-là, elle est racontée dans le film The Fabelmans, et non pas The Fablesman. Celui qui a bidé, non? Il y a beaucoup de films de Spielberg récents qui n'ont pas aussi marché qu'ils auraient dû. En l'occurrence, celui-là coûtait peut-être un peu moins cher et qui était effectivement basé sur l'histoire de ses parents, en fait. Ses parents dont la mère était un petit peu maniaco-dépressive et son père qui, justement, a pas forcément bien résolu le conflit avec elle, ce qui fait qu'ils se sont séparés. Ça a été un peu l'amorce de la découverte du passage de l'âge adolescent à l'âge adulte pour Steven Spielberg, qui après, bah voilà, il a le parcours qu'on connaît, qui a travaillé avec au départ Rod Serling, puis qui a réalisé le film Duel avec un camtar. Faudrait que je le revoie celui-là. Sugarland Express, vraiment chouette en version originale, et le film Les Dents de la Mer, Jaws, voilà, fameusement avec des scènes écrites par John Milius, avec Roy Scheider, le requin qui ne marche pas, nanana. Et ensuite, torpillant un peu justement l'esprit contestataire et contre-culturel du nouvel Hollywood, instaurant une nouvelle période de blockbuster, et avec Les Dents de la Mer, et avec aussi sa célèbre amitié avec George Lucas, pour les Indiana Jones, pour la fondation des studios Amblin, révolutionnant le cinéma tel qu'on le connaît jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a encore beaucoup de gens très nostalgiques de l'époque où Spielberg était encore le grand patron et qui ne jurent que par les blockbusters des années 80. Moi, c'est un peu les débuts de Rockyrama étaient vraiment obsédés par cette période-là, en fait, les années 80, 90, le blockbuster à tout crin, la science-fiction, les films de monstres, etc., etc. En l'occurrence, Spielberg, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est peut-être le réalisateur le plus important de l'histoire du cinéma. D'aucuns vont répondre Hitchcock et Kubrick, etc., et c'est pas forcément faux, mais Spielberg, c'est un auteur qui a eu un retentissement populaire énorme, mais qui a aussi fait du vrai cinéma d'auteur exigeant et puissant, etc., qui a couvert tous les genres qu'on peut couvrir. Il a pas fait de western, je crois, mais il a fait de la comédie musicale, il a fait du thriller, film historique, science-fiction, rappelez-vous, Minority Report, ce putain de banger absolu. Il a révolutionné les effets numériques avec Jurassic Park. Enfin, il a tout fait, quoi, ce mec, et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est l'un des réals qui s'est le plus enrichi au cours de sa carrière. Et en plus, des motifs qui sont toujours les mêmes, hein. Si on regarde bien, Spielberg, le rapport au père et tout, ça a toujours été les mêmes choses qui ont été installées, ou même le rapport à la haine, le rapport à l'intolérance et tout, dans Amistad, dans Munich, c'est vrai qu'il a fait Ready Player One quand même. Il a fait Ready Player One, effectivement, récemment, qui est pas un film si idiot que ça, si on veut bien le comprendre pour ce qu'il est. Oui, mais t'as pas lu le bouquin par contre, parce que le bouquin est vraiment idiot, hein, pour le coup. J'avais vu des extraits passés. Merde. Ouais. Ready Player One, qui est pour le coup un film que justement tout le monde a compris comme le boomer vous nous interdire de nous enfermer dans notre monde virtuel. Où non, moi je crois juste que c'était tellement le film. Pourri de référence. Bah ouais, c'est ça. Bah de fait, ouais. Le méta, c'est un symptôme de l'époque multivers, quoi, en gros. Bah ouais, mais pour le pape entre guillemets. Et pas très intéressante non plus quand Spielberg, même. C'est Indiana Jones quand même, tu vois, c'est Minority Report, c'est Jurassic Park, il a créé. Ouais, c'est un créateur, pas un agglomérateur. Mais cette culture de la consommation de masse qui après, en fait, a été reprise et pillée. C'est lui, c'est lui qui donne naissance au blockbuster vraiment en tant que tel. Bah oui, c'est ce que j'expliquais juste avant. Tout le monde parle de Star Wars, mais Les Dents de la Mer, c'était déjà un événement culturel
tonitruant et même totalitaire, parce qu'il y avait des jeux vidéo qui avaient déjà été montés à l'époque. Il y avait E.T. Rencontre du troisième type aussi, c'était des gros succès, quoi. Donc, oui, bien sûr. Et justement, en fait, même tu vois, l'existence de Jurassic World, qui est un affront affreux à ce que aurait dû être la franchise. À ce qu'est l'humanité. Voilà, mais Ready Player One, si tu le comprends comme en fait un coup d'alerte d'un mec qui effectivement se réveille dans un monde où les œuvres d'art ont plus aucune vocation sinon qu'à être consommées et plus à être réfléchies, interprétées, et sur le côté, les gamins, c'est vrai, c'est factuel, sont un peu trop accros aux écrans. Il faudrait qu'on y réfléchisse à ça et qu'on se dise, tempérons un peu notre consommation de Netflix, de Twitter, etc. Et évidemment, quand il sort ce film-là, tout le monde lui répond, ouais, ça le vieux con, moi je sais ce que je fais au niveau de ma consommation des écrans. 2 ans plus tard, les IA apparaissent et les mecs commencent à cliquer au hasard pour créer des images rigolotes de Trump qui mange un taco, tu vois. Donc voilà. En vérité, vous avez tous tort. Et on s'avait cru plus malin que lui alors qu'il avait raison. Mais c'est souvent comme ça, tu sais. Non, après, moi, j'ai pas un ami très enthousiaste sur Ready Player One. Je comprends ce qu'il a voulu faire, mais il faut qu'il arrête de faire ça et qu'il fasse des films plus personnels, des caprices comme West Side Story, qui était un super film pour le coup. Mais bref, on pourrait un jour avoir ce débat si Spielberg fait un film de comics, comme on a fait avec James Gunn pour faire un long podcast de 6 heures sur la carrière du monsieur. Dans l'intervalle, c'est pas le cas. Il fera jamais son film d'aviateur, donc on s'en fout. Pour Améziane, évidemment, Spielberg participe de la génération Scorsese et Francis Ford Coppola. D'ailleurs, ils sont potes tous les trois. Et Spielberg était déjà apparu dans les albums précédents parce que il a eu un rôle influent. Et encore une fois, c'est pas qu'un marchand de tapis. Steven Spielberg, il a lancé des carrières, comme celle de Joe Dante, par exemple. Entre autres choses, des carrières d'acteurs, des carrières de réalisateurs. Il a produit énormément de choses. Il a produit les Transformers, quand même, dites-vous ça. C'est pas c'est pas pour dire que c'est bien, mais entre guillemets, il y avait vraiment une main partout à un moment donné. J.J. Abrams et tout, voilà, c'est pas non plus l'héritage de Spielberg qui est très important, mais dès les 70s, à l'époque, c'était encore lui aussi un mec de cette génération un peu hippie, fan de John Ford et tout. Donc voilà, ce qu'il faut en retenir maintenant, c'est que le projet, il va devoir quand même faire tenir dans 200 pages 60 ans de carrière. Et que c'est pas fini, en fait. Ça, ce qui est marrant, c'est que lui, il a vraiment, après, il l'a déjà fait avec d'autres, parce que même Scorsese, il s'arrête toujours pas, donc Coppola aussi, entre-temps, il a sorti un autre film après avec Metropolis. Oui, ça valait bien le coup, Megalopolis. Ouais. Megalopolis, pardon. Ouais. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il prend que des gens qui n'ont pas encore terminé leur carrière. Sergio Leone, sa carrière, elle est terminée dans le sens où il est mort. Mais... Oui, Leone. Non, parce que je pensais à Tarantino, il a pas fait son dernier film non plus encore, donc voilà. Mais est-ce qu'il le fera vraiment? Oui. Ça, c'est un vrai débat, parce que ça fait quand même 10 piges qu'on en parle. Non, peut-être pas non plus. Ça fait un moment qu'on en parle, en tout cas, et... Ça fait 10 fois qu'il hésite, on en est au point où en fait la suite de... Après moi ça m'obsède pas. Once Upon a Time in Hollywood, ça va être fait par David Fincher. Oui. C'est quand même l'une des rares fois de l'histoire du cinéma où un film d'auteur... Fincher, il pourrait le faire aussi, du coup. Ce serait bien. Il pourrait faire David Fincher. Mais je pense que c'est un peu les 70s aussi qui obsède Amé. Parce que Spielberg, trouve sa source à cet endroit-là. Et quand tu regardes Scorsese, Coppola, lui, même Leone, en vrai, son heure de gloire, c'était les 70s avec Clint Eastwood et tout. Donc, pour en faire des plus, s'il voulait faire une 3e trilogie plus moderne, en fait, on va dire, ça pourrait être sympa, quoi. Ça pourrait être sympa. Bon, remarque, tu me diras, Tarantino, c'est les années 90, plutôt son origine sourcée. Ouais. Écoute, à voir. En tout cas, il y a Kubrick qui n'a pas été évoqué. Il y a des tonnes de choses à dire. Tu vois, il y a des milliards de réalisateurs, à couvrir pour ce truc-là. Et en tout cas, comme tu l'as dit, entre ça, les BD sur les tueurs de nazis, le mec ne s'arrête jamais. C'est un ultra productif. Après, il a un style numérique déjà pour commencer, mais qui vise à justement l'efficacité. Ouais. C'est pas de la BD de grands paysages et tout, c'est de la BD de textures, de couches. Et puis là, je pense que ce qui l'intéresse aussi vachement plus, c'est le propos aussi, quoi, c'est de pouvoir balancer tout le produit de ses recherches. Et alors, ça veut pas dire qu'il se défonce pas sur les manches, parce que il y a quand même plein d'idées de mise en scène et tout ça. Beaucoup d'idées graphiques qui sont assez géniales. Mais voilà, mais peut-être même juste de graphisme, en fait, plus que de dessin. Vraiment, en termes de détails, tu vois, et de temps, lui, c'est plus, en fait, le cadre, la façon dont c'est représenté. Et après, Spielberg, il y a des choses à faire. Il y a tellement de plans iconiques dans sa filmographie. Le plan de Jurassic Park, le plan du vélo dans E.T. Il y a quand même beaucoup le plan de Cruise avec les gants, de motion control dans Minority Report. Enfin, tu l'as vu d'ailleurs, ce que depuis d'ailleurs je dis. Minority Report, oui, bien sûr que j'ai vu. Tu m'avais fait peur. Si, non, il y en a plein que j'ai pas vu de lui, des classiques encore qui me manquent, genre la liste de Schindler, je l'ai pas vu. Là, je regardais un peu le truc, il y en a d'autres que j'ai pas vu, mais. T'as vu Amistad? Amistad, j'ai pas vu, non. T'as vu Munich? Non.
fait, tous les films sociaux qu'il a fait contre le racisme, tu les as pas vus, Arnaud. C'est ça. Bah, c'est peut-être pour ça que je suis un énorme faf, en fait. Des convictions. En même temps, je suis italien et alsacien, donc on n'aime pas trop les films antiracistes ici. Est-ce qu'il a fait des films sur l'Italie, Spielberg? Je pense pas. Non, je crois pas. L'Alsace, bah si, t'as le soldat Ryan. Non, ils vont pas en Alsace dans le soldat Ryan. J'avais vu le soldat, j'adore le soldat. Ça, c'est un et Band of Brothers, produit par Spielberg, qui était génial comme série. Mais Ryan, ça doit être une de mes plus grosses claques de cinéma. Ah bah oui. Quel choc. C'est l'un des meilleurs films de guerre de... Waouh. Mais je trouve que j'étais beaucoup trop jeune et du coup que ça m'a quand même marqué, quoi. L'ouverture du débarquement, c'est vraiment le vénère, mec qui a la gueule défoncée, le mec qui ramasse tous les boyaux mecs, oui, non, franchement, c'est ouf, quoi. Le mec qui prie avant de tirer une balle de sniper. Ouais. Ça, quand t'es gamin, tu te dis, putain, c'est trop cool. AI, je l'avais détesté, je trouvais ça nul à chier. Ouais. Arrête-moi si tu peux, c'était génial, pour le coup. C'est un chef-d'œuvre aussi. Ouais. Non, la guerre des mondes, je suis toujours partagé sur celui-là, tu vois, sur sa la guerre des mondes. Mais j'ai pas vu Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. C'est pas grave ici. Et j'ai pas vu, ça par contre je le regrette, faudrait que je le fasse, j'ai pas vu son Tintin. Alors que ça, je sais que tout le monde dit que c'est super bien. Ouais. Mais c'est un Indiana Jones en fait. Oui. C'est filmé comme un Indiana Jones. Ça a la rythmique, Indiana Jones et tout. C'est probablement d'ailleurs le meilleur Indiana Jones qui a été fait depuis que il y a plus d'Indiana Jones. J'ai pas vu si je crois que j'ai vu son bon gros Tintin, c'est Edgar Wright au scénario quand même. Faut se rappeler de ça. Bah, c'est pour ça qu'il y a les deux couillons là, merde, aide-moi, oui, Huey et Nick Frost. Simon Pegg et Nick Frost qui joue Dupont et Dupont. Ah ok, d'accord. Ah trop bien. Parce que c'est Edgar Wright qui l'a écrit avec Stephen Moffat aussi. Et le mec qui avait fait Attack the Block, je crois qu'il avait fini le scénario, qui a fait des retouches dessus. Et c'était Jackson à la prod en plus de Tintin. Et on n'aura jamais la suite. Mais c'était hyper bien. Et c'est vrai que depuis, en fait, Ready Player One m'avait vraiment bien calmé, donc je suis pas allé voir West Side et The Fablesman, quoi. Bah, West Side, si t'aimes pas les comédies musicales, je pense que... J'ai rien contre les comédies musicales. Bah, c'est très très bien filmé pour une mais j'ai pas vu l'original, donc, Fablemans, par contre, ouais, bah, c'est un biopic, quoi. C'est une autobiographie, donc, je pense que tu vas te faire chier, je pense, à mon avis. Ouais. Bah, y a pas de meuf à poil, déjà. Ah, bah, forcément. Y a pas de mec qui explose non plus. Non plus, ouais. Y a pas d'un mec qui s'arrache un bout de peau pour le filer à un animal, tu vois, donc, ouais. Enfin, tout ce que t'aimes n'est pas là, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, bah tant pis. Désolé. Bah j'irai lire Michel Williams, c'est pas le Dano. J'irai lire la BD qui est donc disponible aux éditions du Rocher à l'heure. Paul Dano qui joue le père de Spielberg. Il est donc disponible, aux éditions du Rocher à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc Spielberg est le fils du Riddler. Oui. C'est canonique. Oui. Ouais. C'est comme ça. Si tu veux. Corentin, on va passer du côté de la VO maintenant. Pas mal de petites annonces qui ont été faites avec un titre de Rodney Barnes, donc l'auteur de Philadelphia, qui reste dans l'horreur et dans l'horreur sociale chez Oni Press avec un titre qui s'appelle Crownsville. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bah effectivement, tu l'as dit, Rodney Barnes ne fait quasiment que de l'horreur sociale et précisément sur son thème de prédilection qui est le traitement des populations noires aux États-Unis, lui-même étant noir, un homme noir. Il en a fait un peu avec Blackula, il a surtout beaucoup fait dans Philadelphia. Et là, Crownsville, alors c'est un petit projet en 5 numéros qui s'intéresse à un hôpital du Maryland qui existe vraiment, dans lequel en fait étaient parquées les personnes qui étaient souffrantes et noires. Parce qu'il y avait encore une ségrégation, je parle des années 30 des États-Unis là. Il y avait encore une ségrégation d'État entre les blancs et les noirs aux États-Unis. Les blancs ne voulaient pas être soignés là où les noirs étaient soignés, et donc on leur a créé des hôpitaux juste pour eux. En l'occurrence, il s'agit d'un hôpital psychiatrique qui est entré dans l'histoire parce que il y avait beaucoup de gens, enfin la pauvreté et la misère en général et l'alcoolisme qui est lié au manque d'emploi, etc. Provoque généralement justement l'apparition de personnes atteintes de troubles mentaux. Pareil, les mauvais traitements, la violence et tout. Donc du coup, il y avait effectivement beaucoup de gens dans le Maryland qui étaient parqués dans cet hôpital-là, et le staff, en l'occurrence majoritairement blanc, s'occupait très mal des noirs parce qu'ils avaient eux-mêmes des biais racistes sur comment tu traites des personnes que tu considères comme des animaux, hein, pas non plus chercher midi à 14h. Et puis Hippocrate, il peut aller se faire... voilà. Donc finalement, ça a pris très longtemps, il y a eu beaucoup de scandales sanitaires dans cet hôpital-là. Des légendes urbaines ont commencé à se monter. Il y a des moments où vraiment ils étaient sous-staffés à tel point que l'hôpital qui était prévu pour accueillir 500 personnes, je crois qu'ils étaient à 2000 patients. Enfin, c'était assez énervé quand même. Et c'est un triste souvenir en fait, voilà, de l'époque où les États-Unis appliquaient une ségrégation stricte dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les bus, dans tout ce que tu peux imaginer, puisque pour ceux qui l'ignorent encore, les États-Unis sont un pays raciste. La France aussi, hein, on a tous notre historique, tous les pays du monde ont un historique raciste. En l'occurrence, c'est quand même assez récent, ça a moins de 100 ans ce truc-là. Et on parle donc de cette période qu'on a appelée le sud de Jim Crow, qui ont créé une ségrégation d'État dans la plupart des pays du sud des États-Unis, suite en fait à la guerre de sécession. C'est en fait quand les Noirs ont obtenu l'abolition de l'esclavage, enfin les Noirs, quand a été votée l'abolition de l'esclavage, des États racistes ont en fait mis en place des lois qui, par exemple,
interdisait aux hommes noirs d'avoir un flingue. Qui voilà, de prendre le bus aux mêmes places que les blancs. C'est ça, qui séparait bien les écoles et en fait, il a fallu attendre 10 ans après la Seconde Guerre mondiale pour qu'on commence enfin à se poser même 20 ans, à se poser les questions de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est juste de faire ça. Donc, quand, par exemple, dans la 25e heure, le personnage de Edward Norton dit l'esclavage a été aboli il y a quand même super longtemps, maintenant il faut arrêter de parler de racisme et compagnie, c'est pas aussi simple que ça. Et Rodney Barnes en a très bien conscience parce que justement il s'attaque à ce sujet-là pour écrire un comics d'horreur. Donc on parle d'horreur façon dans un asile. Arnaud a sûrement plein de références à vous citer pour vous dire pourquoi c'est un genre porteur ou pas porteur. Moi j'avoue que ça me parle pas plus que ça parce que justement précisément le genre de l'horreur en asile psychiatrique, ça peut être très bien fait quand c'est Arkham par exemple. Mais derrière j'ai vu 2-3 films sur le sujet. Je crois qu'il y avait un Evil Dead dans ce contexte-là. C'est pas celui de Fede Alvarez? Non. C'était pas un asile? Ah non. Je confonds avec un autre film, alors bref. Ouais, alors non, pas de Sam Raimi, je me dis j'ai l'image en tête de l'affiche du film et je me dis est-ce que c'est Carpenter ou pas. Mais oui, je crois que c'était le Carpenter qui a fait si je vais retrouver ça. Mais donc du coup, ah oui, l'entre de la folie. Non, ça c'est vieux, un truc plus récent. Ok. Attends. Bref, et l'horreur mentale, ça peut être super intéressant, surtout croisé avec ce propos sur la ségrégation. Mais c'est peut-être juste le côté 5 numéros et le choix de l'artiste qui me paraissent pas forcément aussi attrayants que Philadelphia. Néanmoins, voilà, si vous êtes fan de Rodney Barnes, si vous aimez son écriture, si vous espérez toujours que Philadelphia sera poursuivi en VF, pardon, vous aurez peut-être un projet à vous mettre sous la dent. C'était The Ward. The Ward, oui, ça c'est Carpenter par contre. Ouais, c'est pas celui-là que je pensais. Ouais, je sais, mais je veux dire que lui, il se passe dans un hôpital, quoi. Voilà, et toi, ça t'intéresse du coup Plutôt, ouais. Bah ouais, parce que alors je suis pas à jour sur Philadelphia, mais tout ce que j'avais lu en tout cas de la VF sortie chez Guy Manine, dont on attend toujours une suite. Du coup, je peux vous spoiler. Quoi? Bah il y a Spawn, Philadelphia. Ah mais ça on l'avait annoncé déjà que Spawn fait son apparition et de la même façon que ils ont fait une autre, là ils vont faire un autre crossover. Je crois que c'est le Medieval Spawn qui apparaît dans l'univers de Radiant Black. Oui. Ce qui a aucun sens pour le coup, mais. Ouais, mais voilà, bah écoute, ça se fait, hein. Bah ouais. Si tu me dis je crossover, bah je crossover quoi. Tu veux pas le dire aux pompiers? Tu veux pas le dire aux gardiens là-bas? Donc non, je suis plutôt quand j'ai lu ton article et tout, j'ai fait ok, la proposition a l'air plutôt sympathique. En plus vu que c'est contenu en 5 numéros et tout ça, je pense que ça ira à l'essentiel et je suis plutôt client. C'est plus le graphisme qui me dit trop rien. Ouais. Bon. C'est moi tant qu'il y a de l'horreur. Bah je sais. Je suis présent au rendez-vous. Mais justement, si on parle par contre de retrouvailles un petit peu de gens dont on a bien aimé les précédents travaux, il y a Kieron Gillen et Stéphanie Hans qui se retrouvent pour une suite à Die. Oui, alors c'est assez curieux, j'ai découvert l'existence de ce truc-là en écrivant l'article. Apparemment, donc Die, on se rappelle, c'est le Jumanji du jeu de rôle. Le Jumanji de Kieron Gillen, j'allais dire, c'est plus que Jumanji, c'est un RPG. Ce que n'était pas Jumanji, que était juste un jeu de plateau. Donc dans Die, on se rappelle, c'est des adolescents dans les années 90 qui jouent à un jeu de rôle papier, donc un jeu de rôle avec Dédé, le cochon, avec un maître du jeu. Et après, ça ose me critiquer, quoi. Non, mais c'était au cas où t'allais la faire, voilà. Tu vois, je me suis prémuni. Ah non, j'y pensais pas du tout. Attaque préventive comme Israël au Liban, tu vois. Ouais, mais j'y pensais pas du tout. Au Liban, pas encore. Bon, les deux, t'as raison. Ouais, on ont pris de gros. Comme donc avec des dés que tu jettes, un maître du jeu, des fiches de personnages et un scénario qui s'écrit au fur et à mesure de l'aventure. Et en fait, Gillen et Hans l'avaient conçu vraiment comme un hommage très général au genre de la fantasy, du médiéval fantastique, même de la dark fantasy aussi, dans le sens où les joueurs se retrouvaient embarqués dans le jeu, voilà, d'où l'aspect Jumanji, se réveillaient et ne parlaient absolument pas de ce qui s'était passé. S'écoule 20 ans et l'occasion de refaire une partie se présente. Et voilà, là, en l'occurrence, ils refont une partie parce qu'en fait, ils étaient 6 ou je sais plus où ils étaient 7, ils sont revenus avec un membre manquant. Et c'est surtout qu'ils se retrouvent à faire une partie puisque, en fait, ils vont le chercher, ils s'aperçoivent que le mec est toujours en vie, quoi, qu'il est resté pendant tout ce temps-là dans un univers de fantasy, et donc, qui est vraiment plutôt dark où il se passe des trucs vraiment, vraiment pas cool, quoi. Comme Alan dans le Jumanji. Oui. Enfin, le dessin animé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, il y a le côté un peu ça de Stephen King / World Tree / 20th Century Boys, on va croiser leurs souvenirs de l'époque, de leur première aventure, sans la montrer en l'occurrence, parce que c'est jamais montré,
avec le fait que c'est devenu des adultes dysfonctionnels du fait de leur traumatisme. Donc un Glooby-Boulga très bien mis en image par Stephanie Hans, qui a un style graphique de concept art séquentiel en vérité. C'était très beau, c'était très généreux, la fin est totalement tirée par les cheveux, mais ça fait partie des bonnes séries de Stephen King, de Kieron Gillen. Bon, après il fait beaucoup de bonnes séries, Kieron Gillen, mais celle-là effectivement avait eu un vrai écho, notamment je pense à notre ami JB, parce qu'il y avait et jeux de rôle, et Kieron Gillen, et comics, donc il y avait toutes les raisons du monde d'être emballé. De La Bonne Auberge, hein, pour ceux qui se posent la question. D'ailleurs, allez voir La Bonne Auberge, c'est super bien à regarder, c'est trop cool. Vive La Bonne Auberge, et vive les jeux de rôle papier, etc. Et les jeux de figurines aussi. Allez hop, on fait un prix de gros nous aussi. Donc, Kieron Gillen a finalement, en fait, décidé de transformer l'expérience de Die en un vrai jeu de rôle, paplard. D'ailleurs, il faudrait qu'un jour on lance ce projet de faire le jeu de rôle de Batman aussi, Arnaud, j'en profite. Oui, c'est déjà tous les bouquins, il faut juste un MJ. 4 ans qu'on en parle. Mais donc, du coup, il existe un jeu de rôle, DICE, the RPG. Je savais pas du tout. Et en fait, la nouvelle série est aussi là pour justement remotiver, réinsuffler un peu d'énergie à ce petit concept-là, puisque il a expliqué que déjà ce qu'il voulait, c'était faire une édition augmentée du livre de règles du jeu de rôle papier Die, et qu'en même temps, en retournant un peu là-dedans, il s'est dit, bah oui, ça serait pas idiot en plus, pareil, de proposer une nouvelle histoire qui là ne sera que en 6 numéros, donc c'est pas une nouvelle ongoing, pour, pareil, de présenter de manière fluide et narrative de nouveaux éléments. Donc l'expérience, elle est plutôt intéressante, puisque t'as un mec qui écrit un comics pour exorciser sa passion des RPG, qui en fait un RPG, et qui après se dit, je vais faire un nouveau comics pour alimenter le RPG que j'ai fait sur le comics qui parle de RPG. Et donc, à chaque numéro, vous aurez des fiches explicatives sur l'univers, un peu comme dans 3W3M, des éléments de lore, en fait, qui sont pas forcément extrêmement diégétiques, mais, enfin, qui seront pas dans le comics lui-même, mais qui seront là pour vous permettre de jouer ensuite à Die de votre côté avec de nouvelles règles, de nouveaux machins, de nouveaux bidules, et un scénario totalement inédit, et qui sera une suite directe, et aussi un nouveau point d'entrée, puisque l'intrigue se passe 1 an après la fin de Die, qui pose beaucoup de questions, hein, quand même. Si vous avez fini Die, je pense que vous voyez de quoi je parle. Il y avait encore matière à faire une suite, on le savait. C'est chouette, c'est Kieron Gillen, c'est Stephanie Hans. Et il faudrait un jour qu'on fasse ce putain de podcast sur Kieron Gillen. Peut-être avec JB ou avec République. Mais voilà, je crois que c'est dispo en France chez Panini. Voilà, donc lisez Die, même si vous n'avez pas d'ailleurs les RPG, moi j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'ai jamais fait, et ça m'intéresse. Enfin, donc voilà. D'accord, let's go, ouais. Et dans les autres retours qui ont fait plaisir, dont on a découvert l'existence, c'est Mike Mignola qui retrouve Jesse Lonergan pour un nouveau volume de Miss Trousdale, qui s'appelle Miss Trousdale and the Rise of Man. C'est ça. Alors c'est compliqué pour le coup de décrire la première série parce qu'elle est pas vraiment descriptible. Donc on se rappelle le monde de Mike Mignola, le premier monde de Mike Mignola qui est le monde des comics de Hellboy, et qui repose grosso modo sur une ligne temporelle qui est fixe et nette. Hellboy apparaît dans les années 40, enfin est invoqué dans les années 40 lors d'un rituel organisé par Rasputin, est élevé par le professeur Trevor Bruttenholm, par le professeur Broom, qui va en faire son fils et un agent du BPRD, le Bureau of Paranormal Research and Defense, devenant un peu l'une des armes mystiques des États-Unis ou du monde en général pour combattre les forces chaotiques qui menacent régulièrement de détruire la planète. Hellboy est associé aussi à une prophétie, celle du dieu Anugunrama, et la main droite de l'Apocalypse, donc il est censé libérer le Ragnarok, dans une conspiration qui a été prévue par de grands occultistes d'une secte qui s'appelle le Osiris Club. Donc tout ça, c'est la saga de Hellboy. Hellboy meurt, Hellboy revient, Hellboy libère les enfers, nanana. Finalement, Hellboy apparaît après l'Apocalypse et un petit échange assez intéressant avec Edward Grey, le Witchfinder, qui est devenu entre-temps le dieu Achiron, etc. Et l'Apocalypse a eu lieu, le monde est détruit et les hommes grenouilles / les hommes poissons prennent la place du genre humain et ne reste que Frankenstein et Liz Sherman qui seront les 2 derniers survivants / fantômes qui habitent cette réalité-là. Et c'est la fin des comics Hellboy de Mike Mignola. Mais non, c'est pas la fin, parce que tu vas me dire, mais il y a encore beaucoup de comics Hellboy qui sortent régulièrement, Corentin, comment il fait si c'est la fin? Mais du coup, Corentin, il y a encore plein de comics Hellboy, on en parle tout le temps dans First Print en plus, comment il fait pour sortir des comics s'il y a une fin? Mais qui c'est con comme question. Quel bâtard. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde en arrière, tout simplement, parce que la vie d'Hellboy est extrêmement longue. Je suis vraiment trop con. Elle a duré pendant 70 ans, je crois. Donc du coup, périodiquement, il peut faire des histoires courtes ou des épisodes
qui viennent compléter la grande fresque de tout ce qu'on ne sait pas encore sur Hellboy. Et aussi, il peut regarder beaucoup plus loin en arrière, puisque, et là, du coup, arrive l'indescriptible. Pour résumer, donc, les membres du Osiris Club, qui sont, grosso modo, un peu le fantasme de la secte à la Aleister Crowley, de gens qui croient vraiment en l'occultisme, en la démonologie, qui savent invoquer des démons, qui savent comment tout ça va se terminer, qui ont tout lu, tout su, partent d'une première secte qui s'appelle la Fraternité Héliopique de Ra. Et la Fraternité Héliopique de Ra, il y avait un gourou qui effectivement avait des visions du futur et qui, sur son lit de mort, a transmis ses visions à une jeune, pratiquante des arts occultes qui s'appelle Margaret Truesdale. Margaret Truesdale, elle-même, du coup, récupère les pouvoirs du premier gourou et commence à avoir ses propres visions, pas du futur, mais du passé, de l'époque de la civilisation de Hyperborée. Et là, tu vas me poser la question. Qu'est-ce que c'est la civilisation d'Hyperborée, Corentin? Du coup, c'est quoi la civilisation d'Hyperborée, Corentin? Mais t'es vraiment un inculte, Arnaud, du coup. Bah, je connais rien. La rien. civilisation d'Hyperborée, en fait, c'est une civilisation qui est décrite dans les textes antiques grecs, précisément autour du 5e et du 6e siècle. Mais ça a été assez loin. Enfin, il y a vraiment beaucoup de textes qui en parlent jusqu'à la période de la colonisation romaine où, je sais plus comment il s'appelait, malheureusement, parce que là, je vous avoue, j'ai pas non plus tout révisé pour chaque podcast. Je crois que c'est Hésiode, surtout, qu'on a parlé en premier. Et donc, en fait, c'est un peu leur peuple, mais j'allais dire le peuple un peu arien, mais du coup ça marche pas forcément. C'est les elfes, voilà. On va être très fantasy dans ces trucs. C'est le peuple des elfes, des Grecs. C'est-à-dire que c'est les Grecs qui pensaient qu'il y avait un peuple originel, tout puissant, dont la terre représente un petit peu le paradis, qui ne se situe pas sur une carte, mais aux confins du monde et compagnie. Voilà, ça c'est la civilisation de Hyperborée, c'est leur Atlantide à eux, puisque pour rappel, les Grecs savaient très bien qu'Atlantide c'était juste une fiction, puisque c'est Platon qui a inventé Atlantide pour comparer deux civilisations entre elles. Et il n'y a pas de référence archéologique à l'existence de l'Atlantide, alors que pour le coup, Hyperborée, on a pu y croire, puisque c'était présent pas dans les textes philosophiques, mais dans les textes poétiques, dont ceux de Hésiode. Et donc voilà, donc c'est effectivement là que Truesdale réalise que c'est la descendante ou la réincarnation d'une guerrière de Hyperborée qui combattait des Strums. Et c'est vraiment compliqué du coup. Tout ça, donc en fait, tu nous parles de philosophie, de machin, de texte, tout ça pour finir sur une meuf qui se bat contre des monstres. Oui. C'est Mike Mignola. Oui. C'est pas moi qu'il faut engueuler. Mais donc effectivement, en fait, un récit de chassé-croisé qui était illustré par Lonergan présentait et les derniers instants de la vie de Margaret Truesdale et alors du coup j'ai oublié le nom du personnage, mais de cette gladiatrice entre guillemets d'Hyperborée. Et ça se terminait sur une promesse de futur qui était encore un peu plus compliquée à expliquer, parce que là, ça renvoie vraiment plus à la partie égyptienne et aux origines de la Fraternité Héliopique de Ra. Mettons que c'est vraiment, en fait, la couche un peu expérimentale et ésotérique, mais pur sucre, hein, vraiment, des comics Hellboy. Et qu'il y avait aussi la possibilité pour que ce qui se passe dans ces BD-là change le futur. Et du coup, à l'époque, tout le monde avait théorisé que ça pourrait proposer une sorte de fin alternative aux comics de Hellboy. Ce qui n'est pas arrivé pour l'instant, mais le fait qu'il y ait une suite et que c'est toujours un peu le truc. En fait, on sait pas si grosso modo Mike Mignola nous fait tout ça pour juste nous raconter l'origine de son univers. Et là, on est vraiment sur l'origine, mais longtemps avant l'apparition des humains sentients entre guillemets de notre époque moderne. Ou bien si c'est juste effectivement une sorte de coup d'éclat que lui va faire pour dire, hey, je peux en fait rétroactivement faire ça. Donc on sait pas, mais en tout cas ça reste du Silo Nergan au dessin, donc ils se sont assez bien entendus pour que travaillent ensemble. Le premier projet, il faut apprécier, c'est effectivement c'est pas du Hellboy, c'est pas Giant Robo Hellboy. C'est là vraiment on est sur un autre délire. Moi j'aimais bien la série sans vraiment comprendre là où ça voulait m'emmener, parce que c'est très contemplatif en même temps, il y a vraiment un truc par rapport à la mort et tout, enfin, c'était assez particulier. Donc je demande à voir. On se rappelle qu'à côté Mignola il a d'autres plans, hein. Il a son univers des Lands Unknown et tout, donc a priori il a pas prévu de réinvention cosmique pour la mythologie Hellboy, il est quasiment plus là en général. Mais celui-là, je pense qu'ils le publieront chez Delcourt quand même à terme. Oui, c'est possible, oui, parce que surtout que Lonergan commence à être de plus en plus installé, que là il y a Drone qui sortira chez 404 à la rentrée, qui à mon avis va faire parler aussi. Donc, et puis ça fait pierre angulaire pour le coup, pas forcément au sens des événements, mais ça fait pierre angulaire dans des liens mythologiques pour ceux qui aiment bien. C'est un peu comme toi et moi qui aimons bien le côté cosmique de chez DC, tu vois, avec les multivers, les monitors et tout. Là, c'est un peu pareil, c'est vraiment de ce tonneau-là. Donc j'ai hâte.
Mais encore une fois, je m'attends pas à ce que Mignola se réintéresse d'un seul coup à Hellboy. Là, récemment, il avait dit qu'il avait même plus d'idées à proposer à Robertson et à Golden, qui sont les vrais scénaristes des nouveaux comics Hellboy, et que là, il y a une nouvelle série qui avait été annoncée, et il avait dit, en fait, j'ai retrouvé un post-it où j'avais noté une idée. Donc voilà, c'était vraiment genre, il a plus d'idées pour les histoires courtes. Ce qui l'intéresse, c'est les Lands Unknown, et ça lui prend beaucoup de temps. C'est normal, c'est de la créa nouvelle, quoi. Après, moi, s'il veut tout me renverser la table de thé et dire qu'en fait, Hellboy, ça finit différemment, je suis chaud. Hein. Ouais. Bah. Oui, tu pourrais très bien mettre une étincelle de vie, tu sais, façon Big Bang, en fait, qui changerait, bouleverserait le statu quo, et ouais. Non, mais il y a encore des humains sur la Terre post-monde. Oui, mais qui changerait quand même un truc qui interviendrait en mode de Deus Ex Machina, tu vois. Mais ce qui serait bizarre, parce que techniquement, il y a quand même, il y a quand même les comics Frankenstein à côté, et qui poursuivent là où Hellboy s'est arrêté, donc, je sais pas trop à quoi on veut nous emmener, mais en tout cas, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, donc, y a pas de raison de chercher plus loin. Hein. Ok. Très très bien, donc ça sortira cet automne chez Dark Horse, et comme je le disais avant, il y a quand même de grandes chances que Delcourt se fasse une version française de ça, puisqu'ils sortent quand même quasiment tout ce que fait Mignola. Il y a de grandes chances qu'on fasse un thématique Hellboy un jour. Oui, aussi, effectivement, faudrait. Corentin, on continue du côté de la VO, là, beaucoup plus grand public, beaucoup plus grand public, puisque c'est simplement, et on va pas forcément y passer 2 heures, Webtoon qui s'associe à Disney, gros partenariat, pour adapter des comics Marvel au format Webtoon, c'est-à-dire donc de la lecture en numérique à scrolling vertical. Mais avec pas de fond. Et avec pas de fond. Pas de fond dans les cases. Ça dépend, ouais, quand c'est créé typiquement pour le webtoon. Mais encore ça dépend. Je pense que t'as pas lu forcément les bons, parce qu'il y en a qui sont quand même ultra chiadés aussi dans les décors et tout ça, quoi. Non, je te jure. Il faut juste. J'ai rien dit, pourquoi tu. Parce que je t'ai senti venir. Titre. Et donc, c'est. Wow. La maturité. 35 ans. 36. 36? Non, 35. Non, bientôt, dans quelques mois. Non, doucement. Donc, en fait, faut savoir que ça fait quand même quelques années que les 2 éditeurs, Marvel et DC, veulent investir le format Webtoon, parce qu'en fait, Webtoon, c'est un format de bande dessinée numérique qui prend vraiment, qui prend sa force en fait de nos modalités d'utilisation en fait de nos téléphones. Et depuis que maintenant on a tous des smartphones avec un grand écran rectangulaire, en grosso modo, c'est là-dessus que vu qu'on scrolle dans tout, en fait ils se sont dit on va faire de la BD qui se lit exactement comme ça. C'est souvent pensé dans des formats épisodiques assez courts à lire. Et donc voilà, enfin pour faire simple, ça fait des années que Marvel et DC donc décident d'investir ce format. Ce format en s'associant donc avec la société Webtoon, puisque donc en plus d'être un format, c'est aussi donc c'est une société de production coréenne qui est l'acteur principal de ce format de médias. Et donc le truc c'est que depuis quelques années on avait déjà eu dans un premier temps des partenariats ponctuels. Alors avec Marvel ça avait été ponctuel, notamment pour un webtoon Eternals qui avait été illustré par notre ami Joffo, que l'on salue. Du côté de DC Comics, en fait, ils avaient fait un partenariat qui a notamment donné lieu à Batman Wayne Family Adventures, qui est sorti en VF chez Urban Comics format Urban Blast. Ils ont continué de développer des titres comme ça. Et en fait, en même temps, de l'autre côté, il y a aussi simplement, plutôt que de s'associer avec Naver, donc le géant coréen qui possède Webtoon, ils avaient fait simplement des webtoons en tant que tels, donc des bandes dessinées à scrolling vertical en numérique qu'ils avaient vendu. Alors c'est d'abord Marvel qui en avait fait, ils appellent ça, c'est leur Infinity Comics, qui propose en exclusivité pour les abonnés de Marvel Unlimited. Et du côté de DC, ils ont fait ce qu'ils appellent maintenant les DC Go, qui sont exactement la même chose. Donc en fait c'est marrant de voir maintenant en fait que Marvel via Disney signe avec Webtoon pour faire également du Webtoon Marvel, alors qu'ils en font déjà depuis des années, sauf que là en fait la différence c'est que ils vont être accessibles sur Webtoon directement, parce que tous les autres qui sont disponibles que sur leur application de lecture, forcément ça réduit beaucoup l'accessibilité de ces bandes dessinées là. Donc là ils s'associent en fait pour, à la fois il y aura des créations comme Wayne Family Adventures mais du côté de Marvel, et peut-être le plus atypique c'est de proposer aussi des bandes dessinées qui sont publiées normalement on va dire, mais les adapter pour en faire quelque chose de lisible en webtoon. Alors je me dis que dans les titres sélectionnés ils ont pris le Amazing Spider-Man de Zeb Wells et John Romita Jr. et Ed McGuinness, et je me dis que pour
John Romita Jr., vu qu'il fait que des cases carrées, c'est plutôt facile en fait à adapter. Bah pour le coup, c'est voilà, il y a un découpage des plus simples. Ça veut pas forcément dire qu'ils vont respecter la case. Non, c'est sûr. Mais de toute façon, c'est un travail d'adaptation et je trouve que moi, je ne suis pas le public concerné, parce qu'il faut savoir que le webtoon c'est surtout prisé par des gens qui sont bien plus jeunes que nous maintenant. Nous, voilà, on est déjà devenus trop vieux pour ça, j'ai envie de dire. Mais surtout que vu que nous, on n'a jamais connu ça avant, il y a quelques années, quand ça s'est vraiment développé, on a toujours été habitué à lire en format classique tout simplement, et que même en numérique en fait on lit les pages sur un écran, je sais pas, tu lis ça sur un écran, alors soit tu scrolles quand t'es sur un ordinateur, mais sinon moi ça a toujours été sur une tablette avec un design de page quoi en fait. Ouais, moi je scrolle pour le coup. Ah ouais. J'aime bien le défilage horizontal, vertical. J'aime pas. Et ça me conserve encore la surprise de ce qui se passe en bas de la page, tu vois. Oui, quelque part, ouais. Quelque part, le webtoon, ça devrait t'intéresser, alors. Corentin, parce que moi, je pensais que t'allais plutôt me dire, bonjour, je m'appelle Corentin, je suis un énorme connard, mais, voilà. Non, pourquoi? Je critique pas, par principe, ce que je connais mal. En fait, je connais des gens qui travaillent dans l'industrie du webtoon, notamment, Rutil, je dirais pas que c'est une copine, mais bon, on se croise quand même assez régulièrement. J'ai lu son Colossal, en version de papier, en l'occurrence. Et c'est la première qui justement a posté beaucoup de threads, beaucoup de fils de discussion sur le sujet, notamment sur Twitter à l'époque. J'en avais lu quelques-uns, c'était assez intéressant. Et sur la croissance du marché, les possibilités narratives, et tout ce que... suivez Sparkle Rutil sur Twitter si ça vous intéresse. Je ne sais pas si elle sera encore sur Twitter, je sais plus, bref, peu importe. Sur Blue Sky, sinon. Mais... Voilà, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup exprimé sur le sujet parce qu'elle-même est autrice de webtoon. Et t'apprends des choses effectivement assez intéressantes. Alors t'as pas forcément envie d'être le vieux connard qui dit que dès que c'est différent de ce que moi j'aime, c'est forcément moins bien. Néanmoins, il faut quand même que je m'autorise cette petite parenthèse de réflexion. Ils ont déjà tenté d'adapter des comics qui n'ont pas été prévus pour être des webtoons au format webtoon. Là, pendant qu'Arnaud parlait, je lui présentais justement les pages, je sais pas comment dire, le scrolling qui a été créé à partir de la série Moon Knight de Jeff Lemire et Rex Smallwood. Et là, c'est vraiment, c'est de la tricherie de compétition. C'est-à-dire que t'as une case avec un fond blanc et juste du blanc. Et quand tu scrolles, en fait, t'as juste la case suivante, un mètre plus loin, avec un léger redécoupage et beaucoup d'effets qui ont été gommés. Je pense pas que ça, pour moi, c'est pas une piste d'avenir. Enfin, si, ça peut être une piste porteuse s'il y a des gens qui ne savent pas comment était la page à la base et découvrent l'œuvre comme ça, si ça a été bien fait, si c'est effectivement lisible, fluide. Il n'y a pas de raison que ça ne leur plaise pas. En revanche, je pense pas que ce soit là qu'il faille rechercher l'intérêt de ce format. Et l'intérêt de ce format, il réside plutôt dans les créations, évidemment. Et là, encore une fois, c'est là que mon truc, moi, s'arrête. C'est comme tu dis, je ne pense pas être le public cible. Mais en fait, si tu veux, je m'écoute parler et je me dis, il devrait pas y avoir un public cible de base. C'est-à-dire que, par exemple, la BD, on dit pas, oh, moi, je lis pas de BD, je suis pas le public cible. Évidemment, peu importe qui tu es, ce que tu penses, quel est ton âge ou tes convictions, quelles sont tes convictions, il y a forcément une BD qui existe qui va te plaire. Parce que la BD, c'est pas un genre, c'est un support. C'est une discipline, c'est un type d'œuvre d'art. Enfin, c'est un type même d'un type de média, quoi. C'est un type d'art. Le webtoon, justement, moi, ce qui me chagrine, et la raison pour laquelle, justement, je peux pas monter à bord aussi facilement que tu peux monter à bord d'autres trucs, c'est que c'est un genre, en fait. On considère qu'il y a quand même une base de lecteurs et de lectrices, voire même de lectrices et de lecteurs, qui adhèrent à certains codes. Et les productions originales, particulièrement quand c'est des grosses marques qui s'intéressent à ce support-là, c'est pour aller conquérir un public, c'est pas pour exploiter les possibilités du format. Wayne Machin Adventures, c'est justement un bon exemple de ça, c'est-à-dire que c'est allons chercher les jeunes. Au lieu de se dire, mais non, au contraire, essayons de convaincre des gens qui peut-être ne liraient pas de webtoon ou qui seraient juste fans de Batman pour les raisons qu'on connaît, de lire un Batman en webtoon, parce qu'il y a 1000 choses à faire, tu vois, avec un nouveau format. Ils se sont dit, on va plutôt nous s'habiller comme, tu vois, c'est How Do You Do Fellow Kids, tu vois, on va plutôt nous se mettre au skateboard à 35 ans, tu vois. Et je trouve ça un peu... Tu sais qu'il y a des gens qui en ont 48 dans mon groupe. Il est jamais trop tard pour découvrir le sport. Justement, c'est-à-dire que tu peux t'y mettre même après, proche de tes 5 ans. Mais bien sûr, mais c'était une vanne, Arnaud. Et moi, c'est plus ça qui m'embête. Je pense que justement, un artiste créatif ou une compagnie qui verrait un nouveau truc comme ça qui apparaîtrait aurait plutôt envie de se dire, ah putain, c'est vachement intéressant. Du coup, on peut même revenir au case par case réel et faire un vrai truc qui nous pousse à sortir un peu... tu parlais de Jofo, le Turbo Média, c'était un peu ça l'idée, justement. Oui, mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que moi, j'ai quand même l'impression que
ils essayent, hein, avec le numérique, ils essayent tant bien que mal d'avoir des variations de format pour adapter en fait la lecture de BD à l'ère numérique et aux technologies qui se sont développées. Et c'est pas que je sois conservateur particulièrement, mais pour moi, en fait, la force de la bande dessinée, elle est sur le découpage, enfin, sur tout ce que tu peux faire avec une planche. En fait, une page de papier, tu peux découper ça de 10 000 façons. Et alors qu'avec l'écran, tu es figé, et donc tu t'auras beau essayer de vouloir trouver des subterfuges pour dire, alors oui, regardez, sur de beaux médias, c'est un peu l'avenir, parce qu'en fait, il y a un peu d'animation, des sons, il y a des trucs comme ça. Non, mais en fait, il y a de l'animation, sinon, en fait, c'est pas aussi bien, et ce sera toujours moins bien. Oui, mais attends, sur le webtoon, tu prends le problème à l'envers, tu peux te dire, l'espace que t'as de 1 pour 2, je crois, d'un écran de téléphone, c'est une page aussi. Et tu peux dire, bah voilà, nous on a pensé les pages en 24-32 ou en 21-29-7. On peut justement, ou en l'occurrence, je sais plus, c'est quoi le standard comics de base, c'est 17. Non, mais t'as des, enfin, comment te dire, j'ai lu en plus certains webtoons, et même par exemple, pour continuer, parce qu'en fait, c'est notre seule référence, ce sera Jofo, mais il avait fait sa courte histoire qu'il avait présenté à un concours, dont je vais plus me souvenir du titre maintenant et ça va m'énerver, mais il y avait de très bonnes idées. En fait, effectivement, il y a un truc que moi je trouve génial dans le webtoon, parce que j'en ai quand même lu quelques-uns, c'est la façon dont, effectivement, avec le scrolling et des dessins que tu peux rallonger, en fait, tu peux, déjà, l'ellipse temporelle, t'as une façon de gérer l'ellipse temporelle qui est géniale, parce que si tu veux vraiment faire un vrai fondu au noir, en fait, tu peux simplement te dire, bah, je vais faire 12 écrans de noir, et donc, en fait, t'as vraiment un moment où il se passe rien de façon comme ça. Donc, si tu veux voir l'intensité d'un mouvement qui irait vers le haut ou vers le bas, en fait, tu peux simplement faire une traînée de vitesse, en fait, qui va être aussi infinie. Donc, il y a plein de choses aussi, tu vois. Mais moi, j'ai un autre exemple, du coup, pour pas citer que Jofo, même si je suis ravi quand on cite Jofo en général. J'en ai déjà parlé 10 fois, je pense, c'est le comics Gratnin, qui correspond à Gratuitous Ninja de Ron Wimberly, le mec qui a fait Prince of Cats, un de mes artistes préférés, on va dire, sur ce côté un peu expérimental. Gratnin, justement, en fait, lui, il décrit ça comme un parchemin, en fait. Il a dit, ma planche de BD, c'est un très très long parchemin. Et justement, t'as plein d'effets de mouvements séquentiels vers le bas. Et là, je te dis, c'est pour ça que je peux pas jeter la pierre au format webtoon. Dans l'idée, je pense que ce que je voulais dire, c'est que Hideo Kojima de la BD pourrait trouver des idées d'exploitation du truc-là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même l'impression que le 9e art va rester un art de papier, vraiment, en fait, qu'il n'arrivera pas. Ils ont beau, et le webtoon peut être une très bonne alternative ou une très bonne façon de développer, si tu veux, enfin pas un à côté, mais c'est ça, enfin une autre façon quand même de faire de la BD, un parallèle. C'est autre chose. Mais pas... mais je veux dire, mais en fait, mais c'est pas comme le numérique a remplacé la pellicule, tu vois. Il y en a encore des gens qui tournent un peu en pellicule, ça n'a rien à voir. Voilà. Et à mon avis, il y aura pas de remplacement de la même façon que le MP3 a supplanté le disque. Alors certes, il y a encore des gens qui achètent des disques ou qui aiment bien les vinyles, mais de façon générale, la musique, tu vois, le numérique a vraiment profondément modifié ça. Alors que le numérique, que ce soit webtoon ou juste le dessin numérique, ne pourra jamais faire ce qu'il a fait à la bande dessinée. C'est pas pareil, en fait, parce que quand tu parles de la pellicule par rapport aux données numériques, ou du CD ou du vinyle par rapport à l'écoute sur MP3, c'est qu'en fait, depuis le départ, sauf le vinyle évidemment, on se sert d'un objet pour poser une œuvre, et en fait, c'est la restitution de ce que tu entends et ce que tu vois une fois que ça passe dans un circuit mécanique, ou un projecteur, un écran de télé, une enceinte, des oreillettes et compagnie. C'est ça l'œuvre. Alors que la BD, c'est différent dans le sens où, en fait, c'est physique, c'est concret. Tu prends une bobine, tu peux pas regarder le film. Tu prends un CD, tu regardes le CD, tu peux pas écouter la musique. La BD, en l'occurrence, c'est à la fois l'œuvre et l'objet. Tu vois, c'est ça qui est différent. Oui, c'est sûr. Mais je pense que tu voyais l'analogie que je voulais faire. Tu vois très bien, justement. Mais je suis d'accord avec toi. Sur l'impact qu'a eu le numérique, quand même, sur les pratiques qu'on a eues. Exactement. Et c'est là, justement, que je vais dans ton sens. C'est qu'en fait, tu peux pas remplacer le livre, parce que le livre, c'est la BD. Et tu peux pas tricher avec ça. Même moi qui lis beaucoup en numérique, j'ai pas arrêté d'acheter des BD parce que justement, mais par exemple, c'est pas du tout la même expérience de zoomer dans un écran, le rapport à la place que a la BD dans ta main. En fait, c'est ça l'expérience de lecture. Et concrètement, effectivement, mais d'autant plus pour je la pense BD, qu'il faut considérer que c'est un média différent, un média à part, avec une autre expérience. Même si c'est un dessin avec un texte, mais c'est même pas de la bande. Enfin, si c'est de la bande, si c'est de la bande vers le haut, vers le bas, mais la progression naturelle du sens de lecture, dont on parle souvent avec les artistes eux-mêmes, tu vois, comment tu fais les livres de case A à case B, c'est ça la bande dessinée en réalité. Et comment tu diriges un regard sur un labyrinthe, machin, ce qui fait le rythme, ce qui fait la compréhension, l'intégration des sens, les scènes d'action, etc. Tu ne peux pas le faire quand tu as du case par case naturel de scrolling vers le haut, vers le bas. Ou alors tu peux le faire, mais c'est différent, c'est encore autre chose.
Comme le jeu sur smartphone était un loisir différent du jeu avec une manette. C'est pas pareil. Tu peux pas être aussi interactif quand t'as accès à 28 touches et 10 doigts que quand t'as juste un écran tactile où tu peux faire qu'une interaction. Et pour moi, voilà, ça, c'est pas concurrentiel. C'est vraiment, il faut le voir différemment. Et j'aimerais bien, justement, tu vois, comme quand Alan Moore est arrivé, a dit maintenant, on va faire du formalisme énervé. On va faire Watchmen, on va faire un numéro entier qui est foutu en miroir au niveau du découpage. Il faudrait des mecs comme ça, des architectes comme ça, du sens de lecture pour te dire, voilà, comment moi, le webtoon, je peux en faire un machin révolutionnaire, un machin interactif, un machin ludique. Enfin, au sens du jeu vidéo, le ludique pour l'expérience de lecture, je veux dire. Parce qu'il y a des idées à trouver. En revanche, voilà, moi, si c'est pour avoir plus de BD Marvel avec Squirrel Girl et Gwenpool, parce que on pense bêtement que c'est ça qui intéresse les jeunes, que c'est ça qui intéresse les jeunes LGBT+, qui, pareil, sont très représentés dans les communautés webtoon, pas forcément. Et en plus, c'est souvent un peu, justement, racoleur, je trouve. Tu vois, t'arrives, pareil, bon, l'exemple est con, parce que pour le coup, c'est très bien. T'arrives sur Spotify, tu dis, je vais faire un polar avec Batman, parce que les gens qui écoutent du podcast, ils écoutent du true crime, ils écoutent des trucs bien bressons, avec des enquêtes criminelles, etc., etc. En l'occurrence, ça marche bien, je suis content. Mais t'as envie de dire, justement, non, bah, c'est super intéressant d'avoir un nouveau format à explorer. Essayons de ne pas simplement aller faire les poches des gens qui consomment déjà ce produit, mais profitons-en pour faire une expérience. Oui, faire les poches, c'est toujours, c'est quand même toujours très violent, je trouve, comme expression, parce que personne t'oblige et personne te met un flingue sur la tempe en disant achète mon truc, quoi. Mais en l'occurrence. Après, dans la vie, en général, personne te met un flingue sur la tronche. Oui, c'est sûr. Mais, aux États-Unis, ça arrive vachement plus souvent, je pense, mais, du coup. C'est vrai. Mais plutôt pour que mais pas pour que t'achètes quelque chose. Voilà, mais pas pour que t'achètes quelque chose, ça, clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Non, bah écoute, si je ne sais plus ce que je veux dire, je vais laisser tomber. Ouais, donc j'ai complètement perdu le film. C'est pas grave. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, dans ce Après, podcast. voilà, moi, pour résumer le truc, j'ai pas de critique à faire à Marvel, Si, c'est comme bon, pour Spotify, comme pour les jeux de mobile à la con avec les cartes à jouer, la Marvel Snap et tout, ils vont toujours là où est l'argent. C'est normal, c'est une entreprise qui vend un produit qui peut se décliner sous toutes les formes possibles. C'est vraiment, moi, par contre, j'attends mieux de cette expérience qu'est le numérique, qui n'a toujours pas été résolue, comme tu l'as dit, hein, que on prenne justement le Moon Knight de Greg Smallwood et qu'on découpe dans la case pour faire un webtoon. Ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt, de la même façon que les gens qui veulent lire des histoires avec des jeunes gens qui vivent des aventures façon Japanimation ou qui draguent dans une petite ville, il y a déjà une offre webtoon pour ça. Je vois pas ce que ça va changer, justement, de rajouter Spider-Gwen, machin chouette, dans l'équation pour les gens qui consomment déjà. C'est ce que je voulais te dire. J'ai retrouvé le fil dans ma pensée, c'est de me dire que c'était quand même normal, en fait, de vouloir investir sur un canal où, justement, il y a plein de gens qui sont présents. Mais donc tu peux leur proposer les personnages qu'ils connaissent pas et les adapter dans leur format pour leur dire, en fait, voilà. Et si ça vous a plu, vous pourrez peut-être, c'est toujours le wishful thinking, mais de dire, en fait, si vous avez apprécié le Amazing Spider-Man de Zeb Wells dans ce format-là que vous avez découvert comme ça, peut-être que vous allez un jour passer devant une librairie, vous verrez une BD Spider-Man et vous direz, ah ouais, j'avais bien aimé ce truc, donc je vais le lire aussi comme ça. Tout ce qui met des BD dans les mains des gens est bon à prendre, hein, je veux dire. Comme Tom et Nana, on a commencé par là, puis maintenant après on a lu on a eu Watchmen et World Tree, tu vois, donc au final c'est vachement bien Tom et Nana quand même. Ah ouais, j'en ai redécouvert un ou deux là en faisant une brocante, j'allais dire, en vidant mes affaires pour que mes parents fassent une brocante. Ouais, c'était on était petit, tu vois, s'il fallait mais c'est quand même important. Petit, ouais, mais c'est quand même, je sais pas, moi, quand même. C'est bien, c'est bien pour les petits. Ouais. Corentin. Et Webtoon, c'est bien pour les jeunes. Oh là là. Je veux pas, je me désolidarise. Je veux 500 signatures. Moi, je me désolidarise de tes propos. Mais on va parler un petit peu juste de Marvel, qui fait des relaunchs cet automne, mais en gardant les mêmes équipes créatives pour ne refléter que de simples changements de statu quo. Avec, je n'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme relaunch? Il y a Derek Landy, qui relance Doctor Strange. Non, mais ça, c'est une conne. Doctor Strange, donc, qui va rester sur Asgard encore quelques temps. Et de l'autre côté, Philip Kennedy Johnson, qui reste toujours sur Hulk, mais c'est relaunché avec le titre Infernal Hulk. Puisque, grosso modo, le pitch, c'est que Hulk est séparé de Bruce Banner et surtout que le Hulk est contrôlé par The Eldest, une entité sombrissime venue de la mother, de la mère de toutes les horreurs. Voilà, donc. Alors, j'ai cru comprendre que le Hulk de PKJ avait plutôt bonne presse. Oui. Donc, je vais pas insulter vos goûts. Très honnêtement, je ne suis pas à jour de toute façon. C'est un relaunch avec un titre différent. Et t'inquiète pas qu'ils vont quand même compter les numéros qui seront dedans dans le total single count de Hulk pour faire un numéro, je sais pas combien, d'ici peu. Ça, c'est pas intéressant, on s'en fiche. En revanche,
C'est pas intéressant, c'est très bien pour ceux qui aiment bien, mais le changement de titre n'a pas changé grand-chose. Non, surtout que Nick Klein aussi reste au dessin. Voilà, donc, c'est vraiment juste pour créer un numéro 1 complètement artificiel. Bah, ça me rappelle un peu l'époque Thor, Unworthy Thor, Mighty Thor. Mortal Thor, finalement, c'est même pas Mortal Thor, c'est Thor. Oui, c'est Thor. Il recrée un Thor, juste, on l'a tué. Ça arrive au même moment en plus. Le mois suivant, il revient. Mais tu dis, mais vous venez pas de le zigouiller? Mais si, mais c'est pour ça qu'on fait un numéro 1. Mais c'est le même personnage, qu'est-ce qui a changé? Et je suis obligé de spoiler ça parce que du coup, ça informe de ce qui se passe dans Doctor Strange of Asgard. Alors, pour ceux qui ont lu la série, déjà, pourquoi? Pardon. Parce que je l'ai lu aussi. Pourquoi? Parce que tu le sais très bien, il a été démis de ses fonctions, de ses pouvoirs de sorcier suprême. Je veux dire pourquoi évolue la série jusqu'au bout, parce que il fallait pas forcément vous imposer ça, mais effectivement, donc dans Blood Hunt, Strange perd les pouvoirs de sorcier suprême, Doom devient le sorcier suprême, et s'amorce l'intrigue de One World Under Doom. Strange n'a plus droit de cité sur Terre et va se réfugier sur Asgard, proposant à Thor, qui est alors encore en vie, de devenir le nouveau sorcier suprême de Asgard, puisque les grandes civilisations de l'univers Marvel ont pour la plupart un sorcier suprême, ce qui est canonique depuis Mark Waid et encore auparavant. En arrivant sur place, il essaie de se faire accepter par les Asgardiens, qui en fait sont une énorme allégorie des Trumpistes, parce qu'ils sont racistes en fait, ils veulent les pouvoirs de magie ne vont qu'aux Asgardiens, une BD qui respecte pas forcément la vraie échelle de puissance ou l'histoire éditoriale de Asgard, c'est un peu dommage. Et il y a un complot avec une sorcière qui se fait tuer et que Loki est accusé d'avoir tué. Série mauvaise. Hein. T'as pas aimé? Ah non, y a pas grand monde, je pense, qui a aimé. Vraiment, ça aurait pu. En fait, au début, je me suis dit, ça va être médiocre, mais bon, voilà, le concept est sympa, quoi. Du personnage secondaire rigolo. Et en fait, à la fin, vraiment, ça ne va nulle part. Et je sais pas pourquoi, vraiment. Mais Marvel, en plus, a eu une sorte d'idée un peu curieuse, c'est que techniquement, Strange of Asgard, donc c'est pas une série qui s'appelle Doctor Strange, donc effectivement, c'est pas forcément logique de faire le numéro anniversaire dedans. Donc ils ont dit, on va annoncer un numéro anniversaire Doctor Strange 450. Ouais, mais ça qui est à part. Qui est à part, mais qui est la suite. Ouais. Il y aura des histoires courtes dedans d'équipes créatives invitées pour l'occasion, comme pour tous les numéros anniversaires. Enfin, pour tous les numéros anniversaires qui sont pas en canon, surtout. Ça, c'est important de le noter. Mais il y aura aussi la suite de ce volume-là. Et là, tu te dis, ok, c'est curieux quand même que Doctor Strange n'ait pas une série à lui. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font Doctor Strange of Asgard 6 numéros, le numéro anniversaire, un seul numéro et point. Et après, ils font un Doctor Strange 1. Donc, c'est littéralement bouffé sur tous les tableaux. Ils sont incroyables, comme avec un seul personnage, ils arrivent à faire 3 numéros 1 en moins de 1 an. Donc, c'est quand même des génies mentaux, les mecs. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que, grosso modo, pour ceux qui ont lu la série jusqu'au bout, c'était annoncé, qu'il y aurait la suite dans 450. C'est que voilà, si vous avez lu le Thor de Halloween, Thor, il est mort. Et donc, Asgard, c'est la merde. Loki est en train de récupérer un peu les commandes du bordel. Et Strange, effectivement, est devenu le sorcier suprême de Asgard, bien malgré la volonté de ses adversaires. Et on a gardé Derek Landy. Et ça, moi, j'arrive pas trop à comprendre. Je n'ai rien. Personnellement, je ne sais pas qui c'est, Derek Landy. Je vais pas le follow sur ses réseaux ou quoi, mais j'ai pas l'impression que ce soit un très bon scénariste. Il a fait Avengers il débute. All Out, je crois que c'est. Ouais, non, mais c'est ces profils de scénaristes qu'on met sur des petits trucs. Petits trucs. Spider-Woman, Doctor Strange, c'est pas des petits trucs. C'était Jed MacKay avant lui. C'est le scénariste vedette de chez Marvel et a été juste avant lui sur Doctor Strange. Jed MacKay, c'était quelqu'un qui débutait aussi à un moment donné, tu vois. Ouais, mais il a commencé avec Black Cat, tu vois. Mais Black Cat, c'est mineur. Mais oui, c'est ce que je dis, c'est beaucoup plus petit. Là, Landy, c'est Spider-Woman, c'est quand même un gros personnage. Et Doctor Strange, pour l'instant, moi, je vois c'est quand même pas les Avengers et Spider-Man, tu vois. C'est ça que je veux te dire. Tu peux estimer que c'est important. Et t'as le droit. C'est des personnages qui sont importants quand même dans l'histoire de Marvel, mais en termes de locomotive de titres et tout ça, Doctor Strange, c'est pas le truc qui te ramène autant de ventes que n'importe quel volume de Hulk. Non, oui, c'est certain, mais en l'occurrence, je trouve ça quand même un peu dommage, en plus pour une histoire qui a vraiment beaucoup de potentiel. Strange sur Asgard, ça a beaucoup de potentiel. Qu'après la première mini-série, qui vraiment, j'ai pas, quoi, comme d'habitude, j'étais voir sur Reddit, j'étais voir sur les sites de fans de comics et compagnie, personne n'a eu l'air de trouver ça vraiment bien. Ouais. Et après, c'est un tie-in de One World Under Doom aussi, hein, donc c'est limité. Mais même pas, l'intrigue ne se connecte absolument pas. Non, mais je veux dire, elle est liée, non, mais comme Beta Ray Bill était une mini-série qui était un tie-in techniquement de King in Black. En fait, c'est plus un tie-in au Thor de Halloween, et encore, je dis ça, je suis pas très convaincu par ma phrase. Non, ça a pas d'excuse pour être aussi peu intéressant. Après, si le graphisme était pas terrible. Mais c'est vraiment, Carlos Magno qui décide. J'ai pas compris pourquoi ils ont validé Landy pour un nouveau volume. Je sais pas exactement si
Parce si que c'était il est apprécié en interne, c'est le petit gars, tout le monde l'a mis en village, j'en sais rien, mais peut-être parce qu'aux États-Unis ça s'est vendu correctement. Et peut-être que c'était le deal en fait. Tromper une fois 1000 personnes. Oui, Emile, mais peut-être que ça. Tromper 1000 fois 1000 personnes. Après, tu le sens. Tu le sens que ce volume de Doctor Strange, s'il reste sur Asgard et dans le cosmos, de fou. Ouais. Voilà, c'est clairement c'est le. On va durer plus de 12 numéros pour la prochaine série. Voilà. D'ici là, le problème, parce que je pense qu'aussi ils sont un peu piégés par le fait que l'événement Doom fonctionne bien déjà d'une part, mais surtout le film a été repoussé, donc il faut quand même qu'ils tiennent un peu la sauce Doom. Ils seront obligés de faire un truc Doom l'année prochaine quand il y aura Avengers Doomsday. Ils seront obligés. Donc ils peuvent pas juste bazarder avec le Dubain. C'est bon, Strange se casse, enfin Doom se casse, Strange revient et hop là, ils sont obligés de faire tenir le statu quo de Doom, quand même une grosse menace. Alors ils vont certainement arrêter le côté Empereur Doom à un moment donné, mais je pense que ce sera un truc en 2 parties justement avec une autre grosse présence de Doom l'année prochaine. Et dans l'intervalle, le combat à revanche, parce que il nous pend au nez, hein, et probablement avec Mackay d'ailleurs, sur les Avengers, j'imagine. Je verrais très bien Mackay récupérer Strange et dire voilà, on va faire le combat revanche dans Avengers et c'est le Strange Doom que vous vouliez voir sur qui est le vrai sorcier légitime, etc. Et dans l'intervalle, oui, on occupe le terrain avec un scénariste de petite catégorie. Et encore une fois, c'est pas une insulte envers lui-même. Je suis sûr que c'est un mec très bien, Derek Landy. En revanche, vraiment, voilà, t'es fan de comics, tu lis aussi au profil des qualités qu'on te propose. Là, moi, vraiment, Spider-Woman, j'ai arrêté de lire parce que je trouvais ça chiant. Strange of Asgard, je voulais vraiment voir où ça allait quand même. Cette nouvelle série, je suis désolé, je vais m'imposer quelques numéros vraiment par fidélité professionnelle, mais du coup, ouais, non, dommage. Vraiment dommage. J'ai un vrai regret parce que moi, quand ils avaient lancé la série avec la couverture et tout, j'étais en mode, ah ouais, putain, Strange sur Asgard, ça peut être très coloré. En plus, ça nous ramène les bonnes heures de Ditko, c'est le côté cosmique, vraiment à l'ancienne, etc. Et ouais, non, quoi. Enfin, vraiment, c'est un coup manqué total. Et puis, c'était pas joli, quoi. Alors, c'est un nouveau dessinateur. Je sais plus qui s'en occupe, mais peut-être qu'un bon artiste pourra sauver la tambouille, je sais pas. Et du côté des annonces de DC, et à côté, la nouvelle série Thor Wing a pas l'air non plus très jolie. Avec Pasquale Ferry. Franchement, t'as vu les premières planches? Je sais pas ce qu'il a, Ferry, c'est un coup il veut, un coup il veut pas. Ouais, pourtant c'est pas un, c'est un plutôt bon gars, quoi. Donc. Son Strange était très bien, notamment. Je voulais dire, on va terminer la partie comics avec les annonces du côté de DC. Alors un petit crossover animé à l'ancienne, Batman Static Beyond, qui a été annoncé chez DC Comics. Ouais. Donc il y avait bien une version futuriste dans la série Justice League Unlimited qui s'était commencé. Ah bien, je l'ai pas vu, tu as lu, donc je suis désolé d'avoir manqué cette référence. Donc Static, qui est le personnage créé par tous les pères fondateurs de chez Milestone, Don McDuffie, Dennis Cowan, Derek Tingle, j'en oublie un, c'est pas gravissime. Michael, je l'ai presque, c'est Michael Davis. Voilà. Donc qui était en fait Milestone, une maison d'édition indépendante / un label de DC Comics. En tout cas, il y avait un accord entre les deux pour la distribution et la diffusion, ce qui fait que DC Comics reste pas propriétaire, mais reste en main sur Milestone. Static Shock, qui est le héros fondateur, qui est leur Spider-Man à eux, qui au départ, Virgil Hawkins, un petit adolescent avec un imperméable et une casquette trop stylée, qui a des pouvoirs électriques et qui a été surtout rendu célèbre en dehors des comics par l'excellent dessin animé Static. Je crois que c'était peut-être Greg Weisman d'ailleurs qui l'a fait ce dessin animé, ou Glenn Murakami, un de ces deux génies de l'animation super-héros. Dessin animé merveilleux, si vous pouvez le retrouver, il était formidable. Et à côté, donc ils ont lancé l'univers Milestone il y a quelques années maintenant, ça a pas trop pris, avec des petits projets de mini-séries. Donc il y avait Hardware et Icon, ou Icon et Rocket, Hardware et Static Shock, le seul qui avait droit ensuite à vraiment des volumes suivants, avec l'artiste Nicolas Draper-Ivy. Très bon choix de dessinateur, relooking total pour Static, qui était pour le coup plus vieux, plus swag aussi, qui était vraiment bien. Et ça a pas pris toujours parce que voilà, la marque Static elle est compliquée, mais c'est historique, hein. Milestone ça a jamais vraiment fonctionné. À l'époque, quand ça fonctionnait peu, ça vendait ça faisait des séries de plusieurs dizaines de numéros. Dans le présent, quand un comics fonctionne peu, il fait 6 numéros. Voilà, les règles ont changé. Donc voilà, ils cherchent, je pense, des idées sur comment est-ce qu'on pourrait leur lancer ce petit héros-là. Et effectivement, c'est pas idiot, ils sont de la même génération, les années 90 / les années 2000 pour les dessins animés. Ils se sont dit, mélangeons-le avec Terry McGuinness, le Batman de Batman Beyond. Et effectivement, comme tu dis, il y avait ce crossover dans GLU, mais il y avait aussi eu le numéro Milestone pour les 30 ans, où en fait, il y avait déjà un croisement a priori entre les deux. Donc un projet en 6 numéros Batman Static 2. Beyond, parce que c'est plus vendeur de Batman Static que Batman Beyond Static.
et qui se passe dans le futur. Donc en fait, effectivement, là, Virgile est adulte. Et alors il y a un truc de fédération galactique où la Terre va rejoindre une alliance de planètes et une nouvelle énergie qui a été inventée, qui va résoudre les problèmes de pollution, mais il y a un complot, donc ça mobilise l'association de ces deux héros. J'ai envie de dire que c'est un peu le projet. On donne un os à ronger à deux communautés de fans trop souvent ignorées. Les fans de Batman Beyond, qui n'ont pas non plus souvent l'occasion de s'amuser récemment, et les fans de Static. Et c'est toujours Nicolas Draper-Ivy au dessin, avec ce style très numérique, très agréable à l'œil. Voilà, moi j'avoue que j'ai bien aimé les séries précédentes, mais effectivement, comme c'est en dehors de la continuité, et qu'il n'y a pas eu vraiment d'effort de se dire mais en fait Static il pourrait très bien fonctionner si on savait comment le vendre en l'intégrant justement avec des personnages plus connus. Là c'est un effet un peu tardif parce qu'en plus c'est pas le vrai Static, c'est une version plus âgée, barbu et tout. Jacques Tardif. Bah, tout à l'heure tu m'as repris pour moins que ça, hein. Oui, c'est vrai. Voilà, hein. Non mais ouais. Donc ouais, petit projet, mais ça fait plaisir. Bah, toi qui es fan de Beyond, tu dois être content, j'imagine. Oui. Ouais, ils sont pas les steaks. Bah, il a fait une tête qui veut dire ouais, je m'en fous. Non, mais bien ça. Je le dirais pas. J'avais pas lu le dernier volume au final. Je me suis un peu, pas désintéressé. Non, ouais, j'ai pas trouvé plus d'intérêt que ça sur le dernier volume que j'avais démarré. Alors, j'en lisais beaucoup, hein, les Beyond 2.0 et tout ça à l'époque. C'était il y a 10 ans et je sais pas, ouais. Je sais pas si c'est encore une continuité qui fait sens forcément. Le cyberpunk c'est plus ou moins intemporel. Enfin, ça l'est plus aujourd'hui parce que les IA sont là et les bâtiments qui font de la lumière et des imageries 3D. On a été rattrapé. La dictature et le capitalisme. Ah merde, non, c'est en fait on y est. Ah ouais. Déjà. C'est trop bien. Mais il est un peu plus nul notre cyberpunk quand même. En fait, je n'existe pas, je suis une IA moi aussi. Hein. Je peux pas venir aujourd'hui, donc Arnaud a créé une IA encore Corentin pour donner la réplique. C'est ça. C'est bien codé, hein. Vous avez vu, je suis aussi bizarre que le vrai. C'est plutôt pas mal fait. Mais Corentin, on a encore 2-3 trucs à voir. Erika Henderson qui fait une mini-série Harley et Ivy. Oui. Tu as levé les yeux au ciel. Ben non, mais parce que tu me refiles toutes les news VO là. En même temps. En même temps, moi je m'en fous de la VO. Bah non, c'est pas ça. C'est ce que tu préfères. Toi, tu détestes. Mais oui, VF, mais aide-moi un peu là. Donc c'est une série. Erika Henderson, dessinatrice de Squirrel Girl, voilà. Qui a aussi fait Assassination avec Kyle Starks, qui avait fait du Archie aussi. C'était lequel? Jughead. Ouais, Jughead chez Archie, qu'on avait reçu. Alors j'allais dire pas sur First Print, mais c'était sur Comics Blog que je l'avais interviewé à l'époque déjà. Comics Blog. Qui était voilà super sympa en interview, vraiment très très chouette dessinatrice, qui est donc là à l'écriture également. Donc pour une nouvelle aventure en couple de Harley Quinn et Ivy. Et donc elle a un style un peu cartoon, on va dire. Ultra cartoon. Ouais. Bah oui. Squirrel Girl, tu peux pas difficilement dire. Oui, c'est genre non mais du tout. Elle a un style cartoon, une approche qui est souvent très humoristique aussi, qui est très là ça va bien au truc parce que en fait grosso modo elle s'inspire beaucoup de Batman TS. Elle explique que c'est un peu une sorte de préquel à la série de J. Willow Wilson. Pas dans le sens où justement ça va être aussi sombre, ça va plutôt être a priori plus léger, mais ça y aura quand même des éléments. Anderson, elle fait des trucs légers en général. Ça va être, comment dirais-je, les origines de leur romance, leur première rencontre, leur adversité originelle, le Joker, évidemment, il sera là le Joker. Bah oui. Avec le design de Bruce Timm, avec le chapeau et tout. Donc ouais, c'est chouette. C'est chouette et c'est quelque part assez amusant de se dire à quel point on a évolué en l'espace de quelques années. J'ai retrouvé, l'article que tu avais écrit sur la censure du bisou lesbien entre Harley et Ivy. Ah oui, waouh, ça date ça. Non, même pas, c'était 2021 je crois. Tu te rends compte quand même? Ah ouais? Ouais, bah oui. Et c'était d'ailleurs c'était aussi je pense à l'époque où dans les dessins Harley Quinn, ils avaient censuré le moment où Batman fait un cunilingus à Catwoman et Warner Bros il a dit ah non, ça jamais de la vie. Hein. On a quand même fait beaucoup de chemin entre-temps parce que faut quand même se dire que selon ça c'était vraiment l'époque Pam Lifford vraiment. Bah oui, cette folle là. C'est quand tu demandes à Palmiotti et Connor, ils te répondent bah non, elles sont ensemble. Enfin, oui, et les gens s'en fout quoi, c'est pas un sujet. Voilà, tu vois. Et en fait après quand ça a été essayé d'être fait comme ça, on leur a dit non, elles sont pas ensemble, c'est des meilleures amies. Ou alors elles sont amoureuses, elles sont pas de s'embrasser ni de se tenir la main. Et après t'as eu le cartoon Harley Quinn où on dit non mais maintenant elles partent toutes et tout. Et t'as eu depuis J. Willow Wilson qui quand elle te les écrit toutes les deux, c'est juste le truc le plus passionné et canon et sulfureux du monde. Donc voilà, c'est une belle, moi j'appelais ça une belle comment dirais-je, quand tu finis un marathon et que tu passes la ligne d'arrivée, voilà, c'est une belle ligne d'arrivée pour une histoire qui a fait peur à DC Comics, c'est que maintenant on est prêt à réécrire depuis le début, à redconner complètement en disant depuis le début elles sont ensemble et niquez-vous les rageux.
Et ça me fera bien plaisir. Et on verra sûrement ce comics ou Glad Media Award l'an prochain. Ouais, c'est clair. Ouais. Limite taillé pour ça, c'est parce que DC se sont dit on n'a pas eu assez de nominations l'année dernière. Donc, ils sont contents de ça. Je crois que le compte de DC, justement, maintenant retweet quasiment chaque année le Glad Media Award. En mode. Mais parce que ça fait des efforts. Non, mais parce que, au-delà de faire des efforts, c'est juste qu'ils sont constants et que, c'est plus des efforts à ce rythme-là. C'est juste que c'est devenu une habitude, en fait. C'est devenu normal pour eux. C'est devenu normal, mais c'est précisément, ça part de. Avec des Tom Taylor, avec leurs anthologies. Ça part vraiment de Harley Navy. À une époque, chaque année, la série Commandant Palmiotti était en là-dessus. Les mecs étaient en mode, ah ouais, putain, on nous file des prix pour ça? Bah, allez. Bah, let's go. Non, ils sont vraiment constants depuis plusieurs années. Et donc, on a juste aussi les dernières équipes créatives qui ont été annoncées pour le one-shot Batman Deadpool, puisqu'on sait bien que l'histoire principale sera écrite par Grant Morrison et illustrée par Dan Mora. Donc ça fait toujours très très plaisir. Mais de la même façon que il y a des backups en fait qui ont été faits pour le one-shot Deadpool Batman, bah là on aura effectivement la même chose. Alors on a quand même Scott Snyder, James Tynion IV et Joshua Williamson. Alors la dernière fois quand ils avaient écrit un truc à 3, c'était sur les Dark Knight Death Metal, je crois. Et trois mecs qui ont dit non, Batman en fait je sais pas comment on fait mais je vais quand même essayer. Ouais, c'est ça. Et qui vont faire ils sont avec Aidan Sharman au dessin, donc ça c'est cool. Pour en plus un titre Constantine Doctor Strange. Bah oui, Snyder c'est un pote de Sharman. Constantine Doctor Strange, ça peut être sympa pour Tynion IV, pour Snyder. Et Snyder, il avait pas... Non, Snyder, c'était Swamp Thing. Williamson, Williamson, c'est Monsieur DC, donc à voir. J'avoue que, ouais, c'est un pairing un peu hasardeux, quand même. Parce qu'en plus, si, Tynion IV et Snyder, ils sont potes, oui, de fait. Mais Williams... Je sais pas quoi en penser. Ouais. Y a Tom Taylor et Bruno Redondo qui se retrouvent pour une histoire sur Nightwing et Laura Kinney, Wolverine. Y a rien à dire, ça va être banger absolu. Puis voilà, de toute façon c'est les deux personnages que Taylor a écrit le plus chez DC et Marvel respectivement. Oui, puis voilà, je veux dire avec Redondo au dessin, ça va être il va se faire plaisir. Alors ensuite Mariko Tamaki et Amanda Connor qui font évidemment Harley Quinn avec Hulk par contre. Donc ça va être bordel, ça va être le bordel. J'avoue, je m'attendais pas à ce ça c'est sur la couverture Variant, ils font un concours de mangeage de saucisses vraiment donc de hot dog je crois donc c'est curieux comme choix de ouais mais justement c'est marrant. Je pense que ça va être marrant. Clairement ça va être en plus ça va complètement être dans Mariko Tamaki. Ouais. C'est fou quand même. Mais ça va être franchement ça va se passer dans le run de Connor et Palmiotti en vrai. Oui. En plus c'est cool c'est toujours cool de voir Connor qui dessine un peu. Ouais, quand même. mais ils auraient pu mettre Zatanna et Raven ensemble par exemple, ça aurait été. Je suis con, c'est DC, je suis complètement débile. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme sorcière chez Marvel? Enchantress. Bon, on s'en fout. Non, Wanda et Zatanna ensemble. Voilà. Avec Paul Dini au scénario. Ouais. La longueur noir et gris. Et donc J. Willow Wilson et Dennis Cowan qui vont faire Miss Marvel et Static. On en parlait juste avant de Static. Ouais, c'est une très bonne idée pour le coup. Les deux héros entre guillemets de couleur des quartiers pauvres, un quartier Brooklyn, un quartier New Jersey. Le Jersey n'est pas un quartier de New York, contrairement à ce que pensent les habitants du New Jersey. Mais ouais, carrément, super bonne idée. Voilà. Dans ce sens, ça a l'air plutôt cool alors. Bah oui. Et très bien. Sauf quand c'est DC qui est à manœuvre, c'est toujours beaucoup mieux. Hein. Ah là là. Tu es partisan, tu es si partisan, mon cher Corentin. De fait, comme dirait Carif. Grant Morrison, Dan Mora, ça envoie quand même plus du rêve que Zeb Wells et Jean-Jacques Deadpool et Wolverine. Oui, que Zeb Wells et Greg Capullo. Voilà. Je ne voulais pas dire du mal. Encore qu'il y a match, hein, sur le côté artistique, il y a match, franchement, entre Capullo et Mora. Il y a match. Mora commence un peu à me saouler. Enfin, j'ai l'impression qu'il est tellement, c'est un peu comme Pedro Pascal, tu vois. C'est un peu le Pedro Pascal des comics, quoi. Il est si productif qu'il est présent partout. Mais t'as vu Matérialiste? Et du coup, c'est un peu relou, quoi. T'as vu Eddington? Incroyable. Voilà. Et j'ai apprécié d'autant plus Eddington pour ce que fait Pedro Pascal dedans. Mais oui. Pascal, c'est devenu la coqueluche d'Hollywood, mais c'est un super acteur en dehors de ça. Oui, mais c'est juste que parfois t'as des acteurs, t'as des acteurs ou des actrices que tu vois tout le temps, à un moment juste tu satures parce qu'il y a quand même d'autres gens, il y a d'autres gens, tu vois. Après moi je suis assez équipe. T'as quand même eu ce gimmick de on a un rôle de Daddy à donner, vas-y on met Pedro Pascal dedans. Tout à fait, mais je suis assez de l'équipe, c'est pas une surprise, mais je pense que vraiment il a essayé d'en faire un autiste en fait, son Red Richards, et il doit manquer une scène ou deux pour approfondir ce point-là, mais quand tu le prends comme un mec qui est vraiment qui est en dépression nerveuse constante, qui a un problème d'anxiété sociale et tout, c'est bien joué. Ouais, mais on est chez Marvel Studios.
C'est pas bien monté, bien écrit, mais chez Marvel Studios, comme dirait Thibaut InShape, rien à foutre de ta dépression, quoi. Pour citer les grands auteurs. C'est honteux ce que vous faites. Contemporains. Allez, Corentin, on termine avec la partie écran qui sera toute petite, hein, ça va durer pas très longtemps puisque c'est du jeu vidéo et vous savez à quel point Corentin adore le jeu vidéo. Il y a aussi une New Cinéma. Non, il y a pas de New Cinéma. Si, il y a une New Cinéma. C'est quoi? Il y a Tom King qui écrit un film Archie Comics avec Schiller. Ah oui, mais parce que tu viens de le faire. Chez Universal. Non, j'ai pas fini depuis tout à l'heure. T'as pas fini, bah voilà. Non, mais on en reparlera la prochaine fois. Non, on va parler. Ok, très bien. Il y a que ça à dire, hein, de toute façon. Oui, très bien. Alors, du coup, un nouveau jeu vidéo qui a été annoncé à la Gamescom, chez Warner Bros. DC Comics, mais ce sera pas le fameux jeu service qui est en développement chez Warner Bros. Games Montréal. Ce sera pas le nouveau Rocksteady, parce que eux, ils sont en train de penser leur play après le désastre de Suicide Squad Kills the Justice League. Mais c'est Lego Batman. Ils sont en train d'acheter des bureaux plus petits, surtout. Mais... Ouais, aussi, ouais. C'est un Lego Batman qui va sortir, un nouveau. Ça fait, alors on a eu Lego DC Super Villains en 2018, mais sinon le dernier Lego Batman, le Lego Batman 3, je me rappelle, on l'avait couvert en direct sur DC Planet à l'époque. C'était il y a 10 ans, c'était en 2014 de mémoire. Ouais, 2015. j'avais été à une soirée de séance photo de toy photographie où on m'avait filé un tote bag Lego Batman. Ouais, c'est un des premiers jeux que j'avais reçu en disque presse, du coup. Ouais. C'est-à-dire sans jaquette et tout ça, tu reçois juste dans un truc transparent comme ça. Ouais. On voit qu'on est bien traité par les studios. Bah, tu t'en fous, l'important c'est de jouer au jeu, hein. Non, moi, pour le coup, c'était cool. Au New York avec Julien Chiez. C'était la première fois que je pouvais jouer au jeu, du coup, avant qu'il ne sorte et tout, et j'avais pu tester. Et les Lego Batman ont toujours trouvé une bonne presse, notamment à partir du deuxième, quoi. Déjà, le deuxième était plutôt sympa, parce que tu peux y jouer en coop, donc à deux, avec différents personnages. C'est souvent c'est comme un peu comme les films Lego, hein, le film Lego Batman, très très référencé. Multi-référencé, c'est clairement fait par des gens qui kiffent l'univers de DC et les personnages et tout ça, et tu trouves plein de trucs, avec que ce soit des personnages obscurs, des références à des scènes de BD ou de films et tout ça. Là, la bande-annonce, clairement, ça te vend. Donc, ça s'appelle Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir. C'est clairement un Arkham City en Lego, clairement dans le gameplay. Donc, monde ouvert dans Gotham City avec plein de missions, de trucs à faire. Ça a l'air aussi, du coup, de reprendre plein. Il y a dans le trailer, on reprend des scènes de The Batman. Mais en Lego, on reprend des scènes de The Dark Knight Rises en Lego aussi, avec ce qu'il faut d'humour aussi pour pas être dans le plagiat, mais un peu dans l'hommage et la parodie. Ouais, j'ai vu plein de gens, ultra excités par cette annonce. Est-ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même des jeux qui sont très feel good au final. Il y a vraiment toujours des bonnes mécaniques et tout ça. Ils reprennent un système de combat, c'est aussi une version Wish un peu du free flow des Arkham de Rocksteady, mais ma foi, moi ça me manque quelque part. Donc même si c'est en Lego juste, mais que c'est vraiment les feelings d'un Arkham City, je serais vachement preneur de ça. Donc voilà, je suis plutôt content que ce jeu soit annoncé. Moi je m'y attendais absolument pas. J'avais pas du tout d'anticipation là-dessus, mais maintenant qu'il est annoncé, je suis plutôt content. Ce sera disponible en 2026. Et Corentin, est-ce que tu veux enchérir là-dessus? Non. Énorme connard, hein, quand même. Non, c'est des très bons jeux. Je sais pas si c'est des très bons jeux. C'est très bien écrit. Les jeux Lego, y a pas de souci. Par contre, j'avoue que le gameplay m'a jamais. Ce côté. En fait, à deux, c'est fun. En vrai, à deux, c'est fun. Faussement, tout seul, c'est moins fun. Et tout. Moi, j'avoue, j'aime pas. En fait, j'ai essayé de faire le Lego Avengers, en plus avec Océane et tout. Ouais, c'est parce que c'était par Lego DC, du coup. Mais ça, par contre, c'est vrai que ça peut jouer. Mais en regardant les cinématiques, je serais très content déjà. Hein. Moi, ça me. Voilà. Très bien. Un peu d'humour et de parodie me suffisent. Mais non, mais quand on aura notre chaîne Twitch, on pourra faire du First Print Gaming. Tu rigoles ou quoi? Je te botterai le cul sur mon Token, mon gars. Et les gens te verront quitter la pièce en mode genre, ouais! Non, en pleurant à la porte et en tout. Pleurant, en faisant comme ça. Mais j'ai pas. Non, allez, Corentin. Donc tu me disais. J'ai pas. Oui, Universal a commandé, enfin a priori va distribuer un film Archie Comics, donc un film avec Archie Andrews, Betty, Veronica et Patata, qui sera écrit par qui? Qui sera écrit par Tom King, le roi des Thomas, et développé et produit par Phil Lord et Chris Miller. Les deux personnes qui ont fait Jump Street, Tempête de boulettes de géants, mais est-ce que du coup Lego Movie, ouais, et surtout Spider-Verse. Bon, en l'occurrence, c'est l'image réelle, donc ça n'a pas de point de comparaison direct. Mais Tom King qui avait écrit un one-shot, The Decision, là, ou The Choice, Archie, je sais plus. Qui doit enfin choisir. Est-ce qu'au final, est-ce que ça se trouve, ça va être ça? Mais je me demande, moi, en fait, le film, ça va être ça, parce qu'au final, de toute façon, c'est ça, le truc de Archie, c'est Betty ou Veronica, là, il va juste adapter son one-shot en parce film. Que de toute façon, Lord et Miller ont toujours eu ce côté un peu, on pète les codes des franchises quand on arrive dessus. Ça peut être très marrant en comédie romantique, what the fuck, quoi. Ah bah oui, de toute façon, c'est toujours de la rom-com, Archie, mais ça peut être surtout ultra parodique, ultra méta, et pour Lord et Miller, qui en plus ont fait des films à la fac, entre guillemets, le côté un peu lycéen et tarte aux pommes d'Archie, c'est un terreau génial, effectivement. Alors, je sais pas quel est l'œuf ou la poule.
Est-ce que King était intéressé pour faire un film et Archie lui a dit bah vas-y fais un comics aussi, enfin Goldwater lui a dit viens faire un comics chez nous aussi, ou est-ce qu'à l'inverse il a fait un comics avec Goldwater et après on lui a dit bon, en fait travaille avec Tom King, avec James Gunn toi, viens croque. Et honnêtement ça me surprend de folie parce qu'il y a déjà eu un film en image réelle Archie à Bollywood, il y a eu la série Riverdale qui était pas mauvais d'ailleurs, il y a eu la série Riverdale, bon bah c'est la série Riverdale quoi. Non mais moi j'ai une vraie sympathie pour cette série, hein. Je sais, mais là pour le coup voilà c'est quand même une autre paire de manches, c'est Lord et Miller et c'est un peu à la il y a un Lord et il y a un King quand même, c'est vraiment le film des seigneurs. C'est vrai et il y a un Miller aussi. Oui mais j'avais pas de vanne parce que Frank Miller c'est le roi des comics donc mais c'est plus Jack Kirby en vrai, mais bon bah c'est lui qui s'appelle oui je sais King, voilà. Mais continue. Il a une couronne Frank Miller parce qu'il a un chapeau comme Freddy des Griffes de la Nuit. D'ailleurs, une ressemblance physique entre eux. Il lui ressemble de ouf, par contre. Ouais. Donc, c'est pas très sympa pour lui, mais bon. Tiens, prends ça, sale putain d'islamophobe. Donc, j'en étais où, moi? Ouais, mais non, mais quand même, Lord et Miller, quoi. Et donc, je disais, c'est un peu à la Bruce Timm, c'est quand les mecs produisent, en fait, ils écrivent aussi. Et c'est tout le problème, d'ailleurs, qu'ont eu les 3 réals de Spider-Verse 2, c'est qu'en fait, c'est aussi, le Phil Lord, c'est un peu le réal des films qu'il produit. Alors, c'est un problème, pas un problème, on sait pas, mais voilà, c'est aussi eux qu'on fait les Mitchells et les machines en production. Ça c'était hyper bien, putain. Mais quasiment tout tellement drôle en plus, genre, les mecs incroyable. Pas vraiment de ratage au tableau quoi, en prod ou en mise en scène, ils ont toujours été ultra forts. Et là avoir Tom King en plus qui vient des comics, qui connaît, qui a toujours ce côté un peu en plus chercheur, quand il fait une histoire, il va vraiment investir beaucoup de temps pour préparer le concept et tout. Donc franchement, c'est le breaking news que je n'attendais pas. Et je suis content. Ouais, non, bah carrément. Franchement, très très surpris, mais agréablement surpris. Je pensais pas forcément plus voir vraiment Hollywood se réintéresser à Archie pour un film live action. Donc bah oui. Après, ça coûte pas forcément très cher en plus. Non, c'est sûr. Mais bon, est-ce que la rom-com revient un petit peu aussi mais en comédie avec Phil Lord et Chris Miller, ça peut vraiment être chouette, quoi. Non, effectivement. Non, là, clairement sur le papier, les éléments sont plutôt bons à être réunis, quoi. Bah ouais. Donc let's go. Et on en a terminé pour ce podcast. Donc on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, qu'on a besoin de votre soutien pour exister et sur les plateformes d'écoute et dans la vraie vie. Donc n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à le recommander à vos connaissances et à toutes les personnes que vous rencontrez, même quand le cadre ne s'y prête pas. N'hésitez pas, par exemple, pour mettre un peu de baume au cœur à quelqu'un qui vient de perdre un proche, de lui recommander First Print à l'enterrement. Oui, bien sûr. Voilà, c'est toujours de très bon goût. Désolé que ton père soit mort, mais est-ce que tu connais le podcast qui parle de comics? Mais est-ce que tu aimes bien Batman ou pas? Non, vraiment, c'est vraiment meilleur truc. Sinon, vous pouvez... Ça a aidé beaucoup de proches. Hein. Oui, très certainement. Non, mais sinon, vous pouvez donc en parler à n'importe qui dès que vous parlez de bande dessinée plutôt. N'hésitez pas à mettre des notes, des commentaires sur les plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux et tout ça, et à nous soutenir via notre Tipeee si vous le pouvez. Ce sera grandement apprécié. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!